La question de la raison d'entreprise, mais dont on va essayer de voir comment est-ce qu'elle est une question qui touche en fait l'actualité de la question économique mondiale et qui a des incidences beaucoup plus importantes sur nos vies personnelles qu'on imagine. Voilà. À part les gens d'entreprise soucieux de la question, on ne peut pas dire que ça ait soulevé un débat énorme. Enfin, la plupart de... Enfin, d'abord, il y a beaucoup de citoyens français qui n'ont jamais travaillé en entreprise. Ils travaillent dans l'administration ou dans la fonction publique. Il y en a beaucoup qui sont des indépendants, donc qui n'ont jamais travaillé en groupe de manière un peu conséquente. Voilà, que M. Senard et Mme Notat aient travaillé là-dessus. Pourtant, c'est un sujet qui anime beaucoup un groupe comme le CJD depuis maintenant des années. Voilà. Donc, vous savez, ça donnait lieu à une loi qui s'appelle la loi Pacte, alors qui ne touche pas, qui ne porte pas que sur la question de la raison de l'entreprise, mais qui a consisté, entre autres, à introduire dans la définition même de l'entreprise, la définition légale de l'entreprise, la possibilité de donner la mission de l'entreprise ne faisait pas partie de la définition légale de l'entreprise. L'entreprise était je dirais, une personnalité morale de nature purement économique. À peine, même pas de nature associative, sauf les coopératives. Mais disons qu'il est clair que dans la législation française, n'apparaissait en aucun cas la structure humaine de l'entreprise. C'était simplement regardé comme une entité économique, qui après ça a été possédée par certains et dont la mise en œuvre dépendait d'autres personnes. Mais voilà, l'identité de l'entreprise, législativement, et c'est pas rien le droit, ne tenait absolument pas compte de la dimension humaine de l'entreprise comme une organisation dans laquelle des gens s'associent pour travailler ensemble, pour faire court. C'est bizarre d'ailleurs parce que je ne sais plus quelle en est l'origine, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels le droit français notamment se soucie de l'articulation entre la dimension, on va dire, métaphysique des choses ou éthique des choses et la dimension législative. En raison de l'impact social, la question du corps, par exemple, très étonnant de voir que les lois de bioéthique ont commencé par des tentatives, personnellement je pense comme philosophe, non seulement abusive mais totalement impossible, de ce que c'est que le corps et de la relation de la personne à son corps, mais c'était touchant de voir le législateur tenter d'expliquer comment le corps est à la frontière de l'avoir et de l'être. Est-ce que j'ai un corps? Est-ce qu'il est l'ordre de la propriété? Est-ce qu'il est l'ordre de l'identité? C'est compliqué. Et donc on comprend que le législateur... On comprend aisément que le législateur essaye de s'intéresser à la dimension métaphysique des choses parce qu'il se pressent bien que le droit, il ne naît pas ex nihilo. Le droit, il naît à partir d'une réalité sociale et d'une manière de comprendre les choses. Voilà. Or là, étonnamment, alors que la réalité du monde de l'entreprise, notamment depuis les années 80, s'interroge sur la dimension humaine. Je pense qu'il y a plus d'un tiers des entreprises françaises qui se sont réellement posé la question dans les 30 dernières années de la nature humaine de l'entreprise, des enjeux humains de l'entreprise, de la relation avec les ambiguïtés que ça comporte, des membres de l'entreprise à l'entreprise elle-même. Et plus largement d'ailleurs de la relation de ce qu'appellent les parties prenantes à l'entreprise elle-même. Mais la loi, elle, en restait à une définition très, on va dire, matérialiste finalement de l'entreprise. Et donc, on peut comparer d'ailleurs les tentatives des lois de bioéthique de parler du corps, renvoyant encore une fois à ce qui ne relève pas du droit, qui est la question de l'identité corporelle, qui est quelque chose de très difficile. Et à mon avis, précisément parce que le droit ne sait pas s'adosser à une définition ou une approche commune du corps, parce que là-dessus, nos cultures ne savent pas définir le corps, paradoxalement. Et donc le droit, c'est très étonnant, les lois de bioéthique ont mis le droit face à un vide juridique monumental, qui, à mon avis, n'a pas été comblé par les tentatives. Voilà. C'est beaucoup plus simple pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle repose sur des choix. Donc elle repose sur des actes volontaires. Si une entreprise existe, c'est parce que des personnes ont voulu, à un moment donné, la créer. Le corps ne repose pas sur un choix. Le corps, il préexiste à tous les choix. Le corps ne relève pas, n'est pas d'abord un objet social. Il précède le social, ou il constitue le social. Donc d'une certaine manière, on comprend que le droit ait beaucoup de mal à formuler quoi que ce soit sur le corps. Parce que c'est le corps qui fonde le droit. Si on n'avait pas de corps, on ne serait pas à la frontière entre le collectif et l'individuel. Donc il n'y aurait pas de droit. Il n'y a pas de droit parmi les anges. Parce qu'il n'y a pas de problématique de communauté. Le droit n'apparaît que quand il y a du commun. Voilà. Or, s'il y a du commun entre les humains, c'est parce qu'il y a un corps.
Donc c'est difficile que ce qui fonde quelque chose tente de le définir. Enfin voilà, que quelque chose qui est fondé par le corps tente de le définir. Mais là, c'est sélection léotique. Là, en tout cas, ça donne lieu à une précision possible, pas obligée. Hein, on n'est pas obligé de définir la raison d'être de l'entreprise. Et cette raison d'être, elle recouvre deux choses, la mission de l'entreprise et puis son intérêt social. Voilà, c'est-à-dire la manière dont elle envisage d'être utile plus largement que simplement comme productrice de réalité économique. Quelle est la fonction sociale qu'elle s'assigne ou non. Voilà, face à ça, enfin, face à la question, pas face à la loi, hein, de nouveau, je vous disais, elle n'a pas suscité un débat majeur, et je ne pense pas qu'elle ait été source d'une sensibilisation massive de nos contemporains, de nos concitoyens à cette question, mais cette question est une question réelle. La question de l'identité de l'entreprise, et avant d'aborder l'analyse de cette question, on peut dire que, grossièrement, de l'extérieur, on peut dire qu'il y a trois positions possibles qu'on observe tous les jours. D'abord, ceux qui se contentent de regarder l'économie, l'entreprise comme une composante de l'économie. Donc, je dirais, non pas qu'il y ait une négation de la dimension sociale, mais vous avez, alors de moins en moins, mais enfin, parce que la RSE, enfin, un certain nombre d'obligations environnementales ou autres ont obligé les dirigeants d'entreprise à s'intéresser à plus large que simplement la compétitivité ou la performance économique, mais essentiellement à cause de la loi. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à la RSE législativement qu'on s'y intéresse éthiquement. Voilà. On peut être dans les clous parce qu'il faut être dans les clous, mais se contrefiche profondément des motivations par lesquelles on pourrait l'être, ou de l'utilité profonde que ça pourrait avoir. On peut se comporter pour pas avoir d'ennui, ça ne veut pas dire qu'on a pratiqué la vertu. On peut éviter de provoquer les gens costauds, ça ne veut pas dire qu'on exerce une relation de bienveillance et qu'on dépasse l'animosité que peuvent nous susciter les autres, ça n'a rien à voir. Et donc de la même manière, ce n'est pas parce que les notions de RSE, les notions environnementales, donc de responsabilité sociale de l'entreprise et de la question du développement durable sont apparues à l'horizon des entreprises qu'elles en ont fait véritablement une préoccupation personnalisée chez le dirigeant et a fortiori chez les membres. Et puis inversement, vous avez des entreprises qui au contraire qui ont pris ça très au sérieux, qui en ont fait même plus qu'un cheval de bataille, quelque chose qui anime profondément la logique interne de l'entreprise. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose si vous fabriquez des bombes ou si vous créez une entreprise d'aide à la personne. Enfin, on peut s'occuper d'aide à la personne sans jamais s'occuper des personnes, exactement comme on s'occupe de vendre des bombes de manière illégale. Hein. Je veux dire, par contre, c'est plus difficile de fabriquer des bombes de manière éthique sans jamais se poser la question de savoir quel est leur usage. Voilà. Donc il y a des métiers dans lesquels la composante éthique se pose nécessairement, mais il y a des métiers qui pourraient apparaître avec une composante spontanément éthique et qui sont pratiqués de manière totalement amorale. Hein. Vous aider les gens pour votre ego et absolument pas pour les aider, parce que ça, ou tout simplement parce que vous avez à leur demander quelque chose. Donc c'est la première manière d'envisager, vous voyez, au fond, vous avez tout un nombre de dirigeants qui ne sont pas effleurés par la question de la loi sur la raison d'entreprise, ça n'a rien changé à leur manière de voir. Et pour eux, la préoccupation, encore une fois, de la mission sociale de leur entreprise n'est pas un problème. Ne pas faire travailler des enfants si ils ont délocalisé et ne pas se faire taper dessus parce que l'empreinte carbone est trop forte, oui, ils en auront la préoccupation, mais point de la ligne. La préoccupation, elle est essentiellement de faire de l'argent. Point. Il ne faut pas... Alors, pour être clair, il ne faut pas dire que ça n'existe pas, il ne faut pas dire que ces entreprises sont moins rentables que les autres, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, une des entreprises mondialisées, les entreprises mondialisées qui fonctionnent le mieux s'appellent l'économie de l'ombre, hein, les mafias, que ce soit les triades, la mafia russe, la mafia ou les mafias italiennes, enfin, fonctionnent extrêmement bien, ou les mafias chinoises, sont des lieux où, de manière totalement inhumaine et destructrice, on travaille de manière économiquement tout à fait performante. Hein. On pourrait parfaitement... Sauf avec les risques que ça comporte des publics, mais vous voyez, être reconnu ISO 9002, enfin, vous pouvez parfaitement braquer une banque en étant ISO 9002, vous pouvez assassiner les gens, pratiquer la torture ISO 9002. Ça n'a rien à voir. Hein. La traçabilité qualitative d'un process n'a rien à voir avec sa moralité. Voilà. Et la performance avec laquelle j'exécute quelque chose n'a rien à voir avec sa moralité, et la moralité n'est pas toujours nécessaire pour pratiquer techniquement correctement les choses quand il s'agit de leur technicité. Même la déclaration de mariage, vous pouvez manipuler les gens, et voilà. La séduction, c'est une manière de manipuler les affects amoureux
d'une manière qui n'a absolument rien à voir nécessairement avec la morale. Donc on peut se servir de l'affect amoureux pour des finalités qui ne sont absolument pas morales. On peut même se servir du comportement de la bienveillance ou du comportement de la générosité, de nouveau pour manipuler complètement son environnement. Vous voyez, La bonté ne se repère pas au comportemental, et sûrement pas à l'efficacité du comportemental. La bonté, elle relève d'un autre registre. Quand on se fait avoir 2 ou 3 fois par des gens qu'on a cru pratiquer la bonté, dont il s'est avéré que leur comportement était pervers, on est moins naïf sur le fait que les apparences de la bonté recèlent toujours une authentique bonté. Voilà. Mais elles peuvent receler une authentique efficacité et même une très bonne entente des membres à pratiquer conjointement le mal. Une organisation de malfaiteurs, c'est des fois une remarquable organisation. Les armées les meilleures ne sont pas toujours les plus morales. Voilà. Alors, on a tenté de démontrer que c'est sûr qu'une entreprise qui est à la fois efficace et morale, il y fait plus bon vivre qu'une entreprise qui n'est que efficace. Mais on n'a pas réussi à démontrer qu'une entreprise plus morale est, à compétence égale, de base, plus efficace qu'une entreprise moins morale. Voilà. On arrive à montrer que dans un secteur donné, à compétence égale, une entreprise morale est souvent meilleure qu'une entreprise amorale, ça on le comprend bien. Mais il y a des domaines dans lesquels la moralité va très mal avec la performance. Voilà. La traite des enfants, ou je ne sais pas trop quoi, ou la prostitution, voilà, la moralité ne fait pas bien avec l'efficacité. Ensuite, il y a une deuxième manière de regarder l'entreprise, c'est au fond comme un rouage social. Ça dépend où on est dans l'entreprise, ça dépend le parcours qu'on a eu, ça dépend des entreprises pour lesquelles on a travaillé, mais vous avez tout un nombre de dirigeants ou de membres d'entreprise qui regardent essentiellement l'entreprise comme un lieu de socialisation. Vous avez même beaucoup de salariés qui regardent l'entreprise moins pour ce que ça leur fait gagner, parce que bon, ça ils savent très bien, une fois que vous avez votre courbe de croissance moyenne de votre salaire et que vous savez qu'en gros où est-ce qu'il va, bah, je dirais d'une certaine manière la préoccupation de gagner de l'argent est plus première, parce que vous savez qu'elle est calée, et que de toute façon vous avez des entreprises dans lesquelles ce n'est pas la performance qui augmente votre salaire. Il n'y a pas nécessairement de prime ou de... Vous voyez, le salaire n'est pas indexé nécessairement sur d'autres indices que simplement le fait que vous faites comme tout le monde, quoi. Si vous faites plus, vous ne serez pas mieux payé, ça existe. Et donc, vous avez beaucoup de personnes qui considèrent l'entreprise comme un lieu de socialisation pour eux. C'est leur lieu, leur lieu de vie. C'est pas d'abord un lieu, c'est un lieu économique, mais ça ne les préoccupe pas plus que ça. Pour eux, c'est aux dirigeants de s'occuper de ça. Vous avez même des fois des dirigeants salariés qui n'ont pas créé l'entreprise et qui ont un souci, oui, relatif de la dimension économique, mais ça, globalement, ils sont plutôt dans une position de monopole ou de quasi-monopole, et donc ils ne sont pas soucieux de vous voyez, la compétition économique n'étant pas très forte, c'est devenu une préoccupation secondaire. Par contre, voilà, l'image sociale et le ronronnement social de l'entreprise est considéré comme étant l'essentiel de son être. Et puis vous avez beaucoup qui mélangent les deux, ou on mélange un peu les deux. Alors, les gens qui regardent l'entreprise comme un lieu de bienfaisance au service des personnes, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont conçues comme ça, pour être clair. Mais par contre, vous avez beaucoup de dirigeants et de membres d'entreprises qui regardent l'entreprise comme une espèce de mélange, où il y a à la fois, il faut être et performant, et humainement bienveillant, enfin vous voyez, c'est du et. Et selon d'ailleurs le registre de décision, on regarde plus la composante économique que la composante humaine. Si on est dans un audit de comptabilité, on va considérer que c'est plus économique. Si on est dans un audit comment on appelle ça, des risques psychosociaux, on va considérer que c'est plus de l'humain. Mais on peut regarder les risques psychosociaux de manière purement économique et on peut aussi s'intéresser à la moralité de l'entreprise, purement c'est du côté de sa comptabilité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bon que cette question se pose ? Bon, je dirais même nécessaire. D'abord parce que c'est bon, effectivement, de se poser la question de savoir quelle est la base de la coopération humaine. Si les motivations sont trop diverses, on sait qu'un groupe humain dans lequel la coopération est fondée sur des motivations trop éparses et trop divergentes, à un moment donné ou l'autre, dans la difficulté, ça risque de péter. On le sait par expérience. Or, on sait qu'aujourd'hui, étant dans une atmosphère économique relativement tendue, dans tous les sens du terme, c'est clair que la cohésion humaine de l'entreprise est une alternative à la manipulation de ses membres. On va dire, Vous avez deux manières de créer de la cohésion, ou par manipulation,
parce que le dirigeant est tellement charismatique qu'il fascine ses membres, ou parce qu'il leur font tellement la trouille que de toute façon ils font exactement ce qu'ils veulent. Mais à défaut de ça, ce qui ne fonctionne pas dans toutes les entreprises, il reste effectivement de se soucier de la cohérence humaine. Quelle est la base de la coopération? Qu'est-ce qui réunit humainement les gens qui sont dans un même service? Voilà. Et là encore, de dire trop vite, c'est le projet d'entreprise, ou de dire c'est purement les motivations individuelles, qu'elles sont aussi différentes que celles des personnes, je dirais c'est très rapide, il faut aller voir de près. Et très souvent, il y a un mélange des deux. Les gens coopèrent entre eux avec un mélange de motivations personnelles, qui ne sont pas nécessairement partagées les uns avec les autres, de contraintes externes, mais aussi d'un certain modus vivendi de la relation, de coopération. Évidemment, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc la question de la raison d'être de l'entreprise nous oblige effectivement à aller regarder comment est vécu par les personnes, et est-ce que c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que vous pouvez faire du déclaratif dans la législation, quand vous allez déclarer que votre entreprise est là au service des plus pauvres et a pour but d'aider les gens en situation de précarité parce que vous venez de créer une boutique d'aide à la personne? Ensuite, ça peut rester purement législatif. Par ailleurs, voilà, vous manipulez complètement les gens, vous faites des pressions énormes sur les salariés qui sont les vôtres, vous ne réemployez pas les gens au niveau d'ancienneté qui est le leur. Je pense à des exemples très, très concrets, de chaînes d'hôpitaux, d'hôpitaux, de cliniques et de maisons de retraite, dont les logiques sont d'ailleurs demeurent purement capitalistiques et qui n'ont strictement rien à faire, ni des employés, ni des gens censés bénéficier de cette aide aux personnes. Voilà, donc ça existe, ce n'est pas du rêve. Parce que ça n'échappe à personne que c'est un lieu juteux aujourd'hui, la vieillesse durable et précaire, ou la précarité durable, c'est rentable, très, pour beaucoup d'acteurs économiques. Et donc, du coup, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en est du déclaratif, qu'est-ce qu'il en est de la réalité. Or, évidemment, la proposition de la loi, c'est que la déclaration sur la raison d'être ou la mission de l'entreprise ou son utilité sociale correspondent réellement au management, enfin à la manière dont sont vécues les choses. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La deuxième raison pour laquelle il est bon que cette question se pose, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelle est la place du facteur humain dans la réussite économique? Donc je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas démontrer que les entreprises les plus humainement qualitatives sont celles qui sont les plus efficaces. C'est extrêmement variable d'un domaine à l'autre. Par contre, c'est intéressant de se demander quelle est la place du facteur humain. Le facteur humain, ce n'est pas simplement la bienveillance ou la moralité des acteurs. C'est aussi la qualité, par exemple, d'ajustement des compétences des personnes les unes sur les autres. D'accord ? Donc là, il y a une vraie question, parce qu'on voit bien que la mission telle que c'est formulé, d'ailleurs, la mission ou la raison d'être de l'entreprise, ou son utilité sociale, encore une fois, elle ne peut pas être décidée que par le dirigeant. Ce n'est pas purement déclaratif, puisque en s'engageant à nommer une raison d'être ou une mission, ça veut dire qu'on s'engage à pouvoir être vérifié sur le déclaratif. C'est comme ISO 9002. On vient vérifier que les déclarations du process que vous venez d'écrire correspondent à la réalité de la mise en œuvre du process. Si vous enfumez tout le monde en ayant une déclaration de process parfait, alors que le process il est foireux une fois sur deux, vous n'allez pas avoir l'affiliation, un autre nom, le tampon, l'habilitation, voilà, ça fait très bien. Vous n'aurez pas l'habilitation ISO 9000, je ne sais plus combien, je ne sais plus tout à fait de... Voilà. Et donc concrètement, là c'est la même chose. Donc effectivement, ça veut dire que ça renvoie au fond à cette composante humaine. Et ça peut être l'occasion de se demander, de regarder le facteur humain pour lui-même. Alors vous direz, c'est le rôle des DRH? Non. Là encore, d'une boîte à l'autre, vous avez des DRH qui s'occupent simplement de faire des salaires et de gérer des carrières, et vous en avez d'autres qui s'intéressent réellement aux logiques de cohésion humaine. Vous en avez qui gèrent les risques psychosociaux et qui ne s'intéressent pas nécessairement à la qualité de la coopération. C'est très variable, ça. Mais voilà, ça met un focus sur le facteur humain d'entreprise. Je travaille avec un ami, au moment de cette loi, nous on aurait aimé qu'il y ait une obligation légale à ce que le facteur humain soit un élément clé, qu'apparaisse comme un élément clé des décisions managériales essentielles de l'entreprise. Et que du coup le DRH siège au conseil d'administration de manière systématique. Voilà. C'est un peu visé peut-être un peu loin. C'était de dire oui, est-ce qu'on peut reconnaître que la composante humaine, est-ce qu'on laisse la composante humaine facultative? Voilà, c'est une grande question. Mais c'est déjà pas mal qu'on la reconnaisse comme pouvant être essentielle. La troisième raison pour laquelle, à mon avis, il est bon que la question se pose, c'est la place de l'entreprise dans la vie sociale.
il n'échappe à personne que le monde économique, que l'information économique, que la réalité des fonctionnements économiques, que ce soit ceux de la monnaie ou que ce soit ceux des entreprises, ont une place différente aujourd'hui d'il y a 3 siècles. L'inflation, ça existait, les problématiques de non-remboursement, d'insolvabilité des régnants, c'est vieux comme le monde, les phénomènes de banqueroute voilà, ou de dépôt de bilan des entreprises, là aussi c'est vieux comme le monde, la concurrence déloyale voilà, et la saisie des opportunités pour gagner un maximum d'argent dans un minimum de temps sur le dos de la demande parce que tout d'un coup on est le seul à fabriquer ce dont tout le monde a absolument besoin. C'est vieux comme le monde tout ça. Mais du coup c'est intéressant de se demander, mais du coup est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Or on voit bien que ce qui, statistiquement, ou si vous voulez, il y a un siècle, relevait du commentaire sur la réussite de la récolte, la météo du jour et ses conséquences sur la polyculture dans laquelle on était engagé dans le monde agricole, ou dans le monde paysan, dont je vous rappelle qu'il composait il y a 2 siècles 70% de l'économie du pays, eh ben, cette considération, comprenez bien, économique, hein, mais sur le champ agricole, est passé sur le plan de l'entreprise de type industriel, puis de service. Aujourd'hui, on commande plus l'état des lieux des entreprises qui réussissent financièrement que les risques de faire banquerouter non seulement l'entreprise familiale agricole, mais même de mourir de faim parce qu'on n'a plus rien à manger, parce que la météo est catastrophique. Enfin, vous voyez, on n'est plus tout à fait dans la même chose. C'est-à-dire que les gens impactés, enfin, les raisons d'une réussite économique ne sont pas les mêmes. Parce que voilà, la finance, elle n'est pas vous sauver d'une mauvaise récolte. Hein. Parce que vous pouvez acheter du blé, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour vous en vendre. Donc si la surface, le périmètre autour duquel la famine s'élargit dépasse votre capacité financière à aller chercher des ressources alimentaires loin, ça fait un nombre de gens beaucoup plus important qui vont mourir pour des raisons économiques que simplement si votre entreprise capote et que vous avez un salarié sur, je ne sais pas trop quoi, 500 qui va se suicider par désespoir d'être vidé l'entreprise qui vient de déposer son bilan. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes enjeux. Donc ça veut dire que la réalité économique de l'entreprise, la figure humaine de l'entreprise, sa composition économique et sa place dans la vie sociale a considérablement bougé. Aujourd'hui, ne serait-ce que parce que l'intégralité de notre existence est soumise à la possibilité de faire de l'argent dessus. Les croque-morts ont toujours fait, et les pompes funèbres ont toujours fait du beurre sur les morts. C'est vieux comme le monde, ça. Et faire du beurre sur le dos des autres à l'occasion de leur malheur, c'est vieux comme le monde aussi. Mais que l'intégralité de mon existence puisse donner lieu à une proposition financière pour l'améliorer, ça, c'est plutôt récent. Qu'on vous vende des bouquins de méditation ou de prière, vous voyez, la vente des bouquins de prière, ça date de l'imprimerie, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu quelques millénaires dans lesquels on ne vous vendait rien. Le fait qu'il y ait des coachs, vous voyez, pour votre vie quotidienne et l'amélioration de votre bien-être, c'est aussi relativement récent, ça ne se monnayait pas, ça. Ça relevait du voisin, je ne sais pas trop quoi, du curé du village, de l'instituteur ou du médecin, souvent. C'était de l'ordre du SAV, du service après-vente du médecin. C'est vrai, si tous les médecins devaient rétroactivement faire payer tous les conseils de coaching qu'ils ont donnés, vous voyez, aux familles sur les 2 derniers siècles, il y a des familles de médecins qui hériteraient de fortune, enfin, vous voyez, on doit faire payer de manière rétroactive. Voilà, donc c'est pour dire que cette intégralisation de l'économisation du monde et des comportements humains, c'est quand même très très récent. Voilà. La deuxième chose, on le sait, c'est la systémique économique planétaire, qui s'appelle voilà, les échanges économiques à l'échelle mondiale et le libéralisme. Mais voilà, ça ne suffit pas de dire ça. Est-ce que l'entreprise est au cœur de la vie sociale? Est-ce que l'entreprise, finalement, est à la marge de la vie sociale? Est-ce que l'entreprise est au fond une entreprise de manipulation essentielle de la vie sociale? Est-ce que c'est un mensonge organisé dont les acteurs eux-mêmes ne sont pas conscients d'ailleurs? Parce qu'à l'intérieur du mensonge systémique, on va dire, qui est de faire croire que tout ça va vers le bonheur, vous avez des bonnes gens qui s'occupent d'essayer de produire honnêtement des choses utiles aux autres. Je dis ça parce que par exemple, ça m'avait beaucoup frappé. Moi j'ai rencontré Michelin. Et j'étais très frappé à cette époque où ils avaient développé, pas seulement un slogan, mais une manière de dire, bah, nous travaillons sur la mobilité.
Bon, et c'est vrai, c'est très impressionnant, la performance, la qualité, tout ça. Puis moi, je me souviens très bien, à un moment donné, il m'a dit, mais en fait, ces gens, quand même, c'est des gens qui contribuent hautement à l'aggravation de la pollution de la planète, non? Ils vendent des pneus. Et leur but, c'est d'en vendre le plus possible. Donc, on roule le plus possible. Si tu roules le plus possible, bah, tu pollues le plus possible. Point barre. Donc, c'est des gens qui sont directement dans un métier pervers. Il ne faut pas dire ça à Michelin. Mais c'est une vraie question. Non, c'est ça des pneus, non? Ce que je sache. Les pneus, ça reste des pneus. Hein. Le jour où tu auras des pneus non polluants dans les matières qui les constituent et dans leur usage, c'est pas demain. Si, sauf si tu vends des pneus pour char à voile, dont l'empreinte carbone du pneu, je ne parle pas de son usage, hein, est faible. Enfin, je ne vois pas Michelin se reconvertir uniquement dans les courroies pour éoliennes, dont d'ailleurs il est même pas sûr du tout qu'elles n'aient pas d'empreinte carbone majeure, mais bon, ça c'est une autre question. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, c'est pas facile de savoir l'économie c'est le diable, l'économie c'est le bon Dieu, l'économie c'est ce que j'en fais. C'est rien de ça. C'est pas ce que t'en fais, parce que tu peux avec la meilleure bonne volonté du monde faire des choses tout à fait honnêtes et coopérer à une systémique parfaitement perverse. Voilà, il y a des gens qui en Chine gèrent honnêtement leur entreprise et qui coopèrent quand même à la première dictature démocratique du monde. Coopérer au gouvernement chinois, c'est quand même pas rien, non? C'est pas anodin moralement. C'est-à-dire que toutes les entreprises chinoises sont parfaitement diaboliques, que par contre les entreprises américaines sont toutes au service du bien. Voilà, donc c'est pour vous dire que je trouve ça une vraie question. Et elle se pose quand même. Parce qu'on y contribue d'une manière ou d'une autre, comme consommateur et comme acteur. Même, et ça n'exonère absolument pas les gens qui sont dans la fonction publique, qui est un énorme consommateur économique, dont on aimerait bien savoir quelle est la traçabilité, la rentabilité. Voilà. Je dis ça parce que par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire avec vous savez, les hôpitaux. C'est de transformer les hôpitaux en entreprises. C'est la deuxième chose la plus bête qu'on ait fait depuis l'invention des hôpitaux. La première bêtise, c'est de les avoir inventés. Enfin, d'avoir inventé des hôpitaux de type industriel, c'est dans lequel vous mettez le plus de monde possible, sur un périmètre le plus restreint possible, de manière la plus rentable possible. C'est Ivan Illich qui dit, c'est une des premières graves erreurs de l'Occident, c'est d'avoir industrialisé le soin. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, industrialiser le soin, c'est plutôt dégrader la santé des malades. Et voilà. Et le bilan de savoir qu'est-ce qu'on dégrade sur qu'est-ce qu'on gagne à l'hypertechnicité des outils par lesquels on vous soigne, c'est pas si simple que ça. Bon, en tout cas, voilà. Et la deuxième grande erreur, c'est d'avoir appliqué des modèles de PME à des entités qui s'appellent les hôpitaux, comme si on pouvait déterminer la traçabilité du temps que gaspille, entre guillemets, une infirmière à discuter avec un malade en fin de vie. Alors, quand tu es dans les soins palliatifs, tu as le droit d'être humain, mais en dehors du soin palliatif, tu as intérêt à être dans la traçabilité, exactement comme si tu fabriquais des vélos en Chine, quoi. Voilà. Donc, deuxième gigantesque erreur. Voilà, donc du coup, s'il y a des enjeux. Est-ce qu'une école, c'est une entreprise? Est-ce qu'une institut doit être suivi par des exigences de traçabilité du process et du résultat du process sur l'apprentissage du A, du E, avec un accent, sans accent, aussi fortement qu'on veut une traçabilité de la date de ponte et d'emballage de ton œuf. Tu voudrais quand même avoir une date là avec la traçabilité du moment où ton enfant a appris le B avec un apostrophe. Tu as des parents qui veulent une traçabilité absolue du progrès de l'enfant et qui ne sont pas contents si au bout d'un mois, l'enfant n'a pas progressé sur ça, ça, ça et ça, alors que le petit voisin, il a progressé là-dessus. Enfin, je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est que le monde des instituts, là. C'est un truc qui a pété totalement les plombs. Hein. Rien que l'énergie que vous dépensez à faire du papier, comme les infirmières d'ailleurs. Et être traçable, eh ben, ce n'est pas l'énergie dont vous vous occupez de vous et de l'enfant. Ce qui est dire la même chose, c'est-à-dire, du coup, vous ne faites pas votre boulot. Mais vous satisfaisez à la traçabilité des process, qui permet de faire des statistiques. Pour finir par voir que finalement, tout ça ne marche pas très bien. Alors, deuxièmement, donc ça c'était comment se pose. Il est bon que la question se pose. Ensuite, du coup, comment est-ce qu'elle se pose empiriquement, cette question-là? Ben, c'est là que c'est pas simple, parce que empiriquement, ben, ça change toutes les 5 minutes. Dans le même service, dans la même entreprise, selon la journée, tu as des jours où l'ambiance est super et manifestement la coopération se fait sur la base d'une bonne humeur, d'une convivialité sereine. Et même si c'est un peu dur économiquement parce qu'on est charrette pour rendre un projet d'architecte, par exemple, il y a une super ambiance qui fait qu'on arrive à transformer, à surperformer l'ambiance pour en faire quelque chose de qualitatif. Puis le lendemain ou le surlendemain, tu as une ambiance complètement pourrie, où tu as un type qui, parce qu'il ne va pas bien avec sa belle-mère ou sa femme, tout d'un coup, c'est le domaine dans lequel, tant que ça va bien, mais quand ça va plus du tout, il est en train de m'empoisonner le service, dans lequel ça finit par faire ressortir des inconscients négatifs, et oui, tu as deux types qui vont presque en venir aux mains. Et le patron va dire, on est quand même là pour gagner du fric. Oui.
Donc, qui peut dire réellement quelle est la nature? Vous voyez, il n'y a pas de... Là encore, c'est ça la vie humaine. Comme tu disais, mais tu les aimes comment tes enfants? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Ça dépend lesquels et à quel moment, non? Ouais, c'est déjà bien, d'ailleurs, si tu as fait le choix de les aimer. Je n'ai pas parlé de la belle-mère ni de l'épouse, hein, mais si tu as déjà fait le choix, fondamentalement, d'essayer de les aimer, c'est déjà beaucoup. Voilà, et donc, si vous voulez, il faut quand même être clair que, je dirais, il y a des jours où la raison de l'entreprise, c'est simplement la dictature, des fois éclairée, des fois pas éclairée, du chef, propriétaire de l'entreprise. D'autres fois, la raison d'être de l'entreprise, c'est l'énorme passion qu'on est en train de mettre en œuvre pour réaliser un truc qui satisfait tout le monde. Et des fois, ça dépend dans quelle partie de l'entreprise. Il y a une partie de l'entreprise qui s'éclate super, puis il y a une autre partie sur laquelle on est en train de mettre une pression d'enfer pour que le projet conçu par les premiers soit réalisé dans les temps voulus par les premiers, par les seconds, et qui vous explique que c'est pas réalisable dans ce temps-là. Et là, tout d'un coup, vous avez une bande d'aristos tyranniques et des fois un peu pervers narcissiques qui vont en mettre plein la figure aux gars de base qui n'arrivent pas à faire les choses, qui vont finir par faire la révolution, par tout pirater, par faire la grève et par en mettre plein la figure aux aristos. Parce que vous avez des gens qui font de l'ingénierie dans les boîtes, qui sont plutôt du côté de la création, puis ils en ont du côté de la réalisation, puis ils en ont du côté de la commercialisation. Et vous avez des boîtes où la part créativité est super, mais la partie commerciale est une catastrophe. Puis vous en avez, la partie commerciale, elle est bonne, la partie production, elle est bonne, sauf qu'elle est bonne parce qu'elle est sous la tyrannie d'une ou deux personnes dont on ne dira pas comment elles fonctionnent, mais dont on sait très bien qu'elles ont la main sur les choses. Voilà. Et donc, oui, il faut être clair. Il y a une variabilité de l'humain, il y a une variabilité de la pression économique, et puis il y a une variabilité des logiques collectives. Des fois, ce qui prend le dessus, c'est ni l'humain dans ce qu'il a de qualitatif, ni l'économie, c'est juste la logique collective. Le 5, là, la France va être quand même dans une logique collective qui n'est pas très économique, je ne suis pas sûr qu'elle soit très humaine. Alors, ça va avoir des conséquences collectives, et puis finalement économiques d'ailleurs. Je penserai à vous, je serai ailleurs. Voilà, et donc c'est pour dire que il faut accepter que, du coup, c'est ça la réalité de la raison d'être, parce que de nouveau d'être dans le déclaratif, où c'est pas parce que même une bonne équipe, elle peut, à l'occasion de quelque chose, complètement virer. Vous avez des gens, vous vous dites, mais comment ça se fait? Ça fonctionnait super bien, votre équipe, et là, ça ne fonctionne plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas su intégrer le changement, il y a eu quelqu'un qui a quitté l'équipe, qui a changé complètement l'équilibre, parce que ça reposait finalement sur cette personne et on ne l'avait pas vu. Mais c'est tout ça, la réalité humaine de l'entreprise. Pour vous attirer l'attention sur le fait que le réel de l'entreprise, ce n'est pas le déclaratif et ce n'est pas les organigrammes. C'est ce qui se passe dedans. Et c'est de l'humain à géométrie variable, à météo variable, et donc à comportement variable. Parce qu'il ne faut pas rêver que l'humain, statistiquement, soit dans la vertu de bienveillance, de dévouement, de partage de l'information, de liberté par rapport à la rémunération et au pouvoir. Non, pas rêver. Globalement, on est plutôt des humains moyens qui se comportent dans la moyenne des choses. Et qui ont du mal d'ailleurs à se maintenir dans la moyenne quand la moyenne diminue. C'est vrai, quand la moyenne augmente, on se laisse un peu tirer vers le haut. Mais quand la moyenne descend, c'est difficile de ne pas se laisser tirer vers le bas. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, comment ça marche empiriquement? Donc ça, c'est quand je descends dans le moteur même. Hein. Ensuite, si j'essaye de comprendre, ce qui n'est pas simple non plus, c'est qu'il y a des logiques, vous allez voir, qu'on pourrait dire politico-économiques, et que moi, je préfère parler de logique symbolique. On vient d'évoluer considérablement dans les logiques symboliques. La logique symbolique de l'entreprise d'il y a 2 siècles, je vous le redisais, c'est la paysannerie. Avec le féodalisme, pas très loin. Hein. Donc voilà, là on est dans une cohérence qu'on a complètement quittée. Complètement quittée. La cohérence symbolique du monde rural n'est plus qu'à l'état de reliquat ou de folklore. Mais n'existe plus, ça n'est plus une composante de la structuration de la société française. Je prends de la France. Je vous rappelle, en 1950, la moitié de la France devient urbaine. 2008, la moitié de l'humanité devient urbaine. Donc, en dehors de ce premier étape, qui était pour le coup, par contre, une structure symbolique qui avait 10 000 ans, puisque la structure symbolique de type rural, elle est celle qui a commencé avec la sédentarisation, en gros, moins 8 000 avant Jésus-Christ. Donc, on a vécu 10 000 ans de stabilité dans la cohérence symbolique. C'est énorme d'ailleurs, ça. Et encore une fois, de manière presque transculturelle. La cohérence symbolique de la France du XIIe siècle est la même que la cohérence symbolique de la Grèce du XIIe siècle, la même cohérence que la cohérence symbolique de l'Allemagne du XIIe siècle, que la Finlande du XIIe siècle.
Je vous l'accorde, il y a un peu de différence avec les pays nomades et puis les pays qu'on appelait à l'époque primitifs, qu'aujourd'hui on appelle premiers, qui étaient, au XIIe siècle en tout cas, l'Afrique, même s'il y avait des régions avec des royaumes dans lesquels il y avait déjà une cohérence de type féodal tel qu'on l'avait, mais voilà, avec des cohérences différentes. Donc on a quitté cette cohérence, et on est en train de la quitter de manière irréversible, cette cohérence symbolique. Et au fond, on a essayé de construire des cohérences symboliques. Alors, une première, je pense au monde de l'entreprise, je me concentre sur le monde de l'entreprise, qui était une cohérence, ce que j'appellerais, faite par une espèce de tension politique, avec, pour simplifier, mais vous comprendrez, une vision de droite et une vision de gauche. Une vision de droite, c'est une vision hiérarchique, libérale, propriétaire du capital, qui a permis l'émergence de l'économie contemporaine, et de l'autre côté, une cohérence, la tentative de contrecarrer cette cohérence symbolique, encore une fois hiérarchique, manifestée par un clivage entre les dominants et les dominés, pour faire court. Voilà. Et de l'autre côté, la tentative d'instaurer une cohérence symbolique plus égalitaire, sur le modèle de la coopérative. Rappelez-vous la naissance de la coopérative. Dans le monde agricole, c'est très intéressant de voir le monde agricole avoir adhéré à la notion de coopérative beaucoup plus que le monde industriel. Très intéressant de savoir pourquoi. Notamment grâce à l'action catholique d'ailleurs. Précisément, la notion de solidarité était beaucoup plus facile à faire émerger dans un monde rural que dans un monde industriel, dans lequel le clivage de l'inégalité était beaucoup plus par mode massif, par mode de classe, pour le coup. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... Enfin, ça ne fonctionne plus. C'est d'ailleurs la disparition des syndicats, c'est ça. C'est qu'en gros, une lecture... et d'un côté, la disparition d'une lecture purement de gauche est effective, et de l'autre côté... les perversions d'une logique purement de droite apparaissent de manière claire. C'est-à-dire qu'en faut une logique purement hiérarchique, purement libérale et purement capitalistique. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui, dans ce pays, soutient que tout ça est parfaitement clean, bon pour tout le monde et planétarisable. Okay, tout le monde sait qu'il y a des effets pervers réels à un libéralisme et à un capitalisme non régulé. Donc, elle est par derrière. C'est celle qui est par derrière. C'est la plus proche de nous. Puisque l'autre, je pense qu'elle est trop vieille. Elle n'a plus d'effet. Mais celle-là, elle est encore présente. Dans des moments de grève, elle réapparaît. Mais on peut dire que ce qui est quand même dominant, c'est une cohérence symbolique. Alors, je ne vais pas faire des commentaires sur la dégradation de la cohérence culturelle en même temps, de la symbolique culturelle. Enfin bon. Parce qu'il y a une homogénéité entre la cohérence symbolique d'un monde économique, d'un monde rural, sa cohérence religieuse, sa cohérence sociale et sa cohérence politique. Il n'y a plus du tout d'homogénéité avec l'invention du monde industriel. Et on va le voir, il n'y en a plus du tout non plus avec l'invention de ce que j'appellerais un libéralisme tempéré. Enfin, tempéré vu par les gens qui sont dans l'extrême libéralisme, qui ne sont pas considérés comme tempérés par les gens qui viennent plutôt du monde de la tentative de l'égalité sociale. Mais où finalement, qu'est-ce qui tempère la sauvagerie inégalitaire du capitalisme, c'est pas tant le souci de l'égalité sociale que le souci de préserver la liberté et la participation économique active de l'individu. C'est l'individualisme qui contrecarre le capitalisme libéral sauvage. Ce n'est pas du tout le socialisme, il faut être clair. C'est pour des raisons sociales de type individualiste, pas de type collectif. Voilà. Donc c'est l'individu qui n'est pas content, que l'autre est plus que lui. Vous comprenez bien ? Ce n'est pas les classes sociales ayant qui disent oui, on pourra avoir moins, et les classes n'ayant pas qui disent oui, ça serait bien que vous nous donniez. Non, c'est fini ça. Donc on ne l'a pas toujours vu venir, mais on est passé à une cohérence symbolique de type hyper-individualiste, dans lequel d'ailleurs le collectivisme et l'individu narcissique coexistent. On est hyper-collectivisé et hyper-individualisé simultanément. C'est très bizarre. Collectivisé pour des raisons qui sont celles de la consommation de masse et des logiques systémiques de l'économie mondialisée qui impactent chacun de nous par le biais de la consommation et du marketing. Et de l'autre côté, une espèce comment expliquer ça, d'hystérisation de l'individu, qui fait que l'individu est tout puissant, qu'on est à son service, que l'important c'est votre bonheur, l'important c'est votre bien-être, l'important c'est votre économie, l'important c'est votre portefeuille, l'important c'est vous. Et les autres, sauf ceux auxquels vous vous intéressez, peuvent bien crever. Moi, je vais vous débrouiller pour que vous ne le sachiez pas trop. Parce que vous, c'est aussi qu'on vous préserve dans votre culpabilité quand même. Voilà, inutile de dire que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de contre-pouvoir à ça, dans la cohérence symbolique. Les médias adhèrent complètement à cette logique. On est dans l'hystérie individualiste dans les médias, on n'est pas plus dans une notion, enfin vous voyez, il n'y a pas de contrebalancement symbolique. Et
on est pour moi dans une nouvelle phase, mais qui est émergente, celle-là, qui est tout à fait intéressante. C'est qu'en fait, on commence à avoir une part importante des acteurs économiques de ce pays et des citoyens de ce pays qui ont intégré la lucidité des effets pervers du capitalisme et qui ont décidé d'y contribuer le moins possible. D'accord ? Vous avez une posture là qui, elle, est très cohérente. Une posture de résistance. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et cette posture de résistance, elle n'est pas liée à une classe sociale. Elle n'est pas liée non plus à un niveau de rémunération des personnes. Elle est très difficile de savoir d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelqu'un, souvent s'il y a des événements personnels qui déclenchent ça, hein, d'une manière ou d'une autre, mais où les gens, ce que moi j'appelle, prennent le maquis. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent leur job, hein, mais intérieurement, ils ont décidé qu'il y a des choses qui vont bouger. En gros, de quitter l'obéissance inconditionnelle à la cohérence symbolique du capitalisme narcissique, pour faire court. Et ils n'adoptent pas, contrairement au début de Porto Alegre, les schèmes symboliques, d'accord, qui sont ceux de droite-gauche. Fini, on n'est plus là-dedans. Et je pense qu'on ne doit pas minimiser, ça n'est plus marginal. C'est en train de devenir un vrai mouvement sociétal. Qui impacte la relation, je prends l'exemple des jeunes qui sortent de grandes écoles. Le nombre de jeunes qui sont sensibles à ce nouveau paradigme, vous voyez, cette nouvelle cohérence symbolique, est beaucoup plus important qu'on l'imagine. Et il y a des jeunes qui renoncent à gagner des fortunes pour des choix de ce type-là. C'est l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Vous voyez, c'est pas que. C'est pas à la marge, c'est ça qui m'intéresse. C'est la recherche d'une vraie cohérence symbolique. Quand je dis symbolique, c'est qu'elle n'a pas nécessairement une philosophie derrière. Elle est, vous voyez, elle est empiriquement perçue comme plus cohérente. Voilà. Mais vous avez aussi, en face à face, et c'est la deuxième chose qui émerge, c'est l'antithèse de ça, c'est ce que j'appelle la résignation perverse. C'est-à-dire de dire, bah ouais, comme ça. Donc autant s'en servir le mieux possible. Donc la révolution écologique nécessaire à la possible survivance d'une répartition égalitaire minimum de l'eau à l'échelle de la planète dans une génération, j'en ai rien à foutre. Donc le cynisme assumé est aussi, faut pas rêver non plus. Je ne suis pas sûr que ce mouvement soit moins fort que le premier. Il est moins visible, mais il n'est pas nécessairement moins fort. C'est celui de la désillusion. Il y a des questions de génération aussi. Hein. Voilà. Alors du coup, maintenant, ça c'est pour vous donner le contexte, comment j'aborde la question comme philosophe. D'abord, évidemment, toute forme d'accompagnement législatif de quelque chose qui peut promouvoir quelque chose de plus humain est considéré par le philosophe, c'est normal, comme bon. D'accord ? Donc c'est évident que... alors, le tout, c'est que la législation soit à la fois motivante, différenciée. Motivante, c'est-à-dire qu'elle soit... au début, elle essaie de solliciter. Comment est-ce qu'il va falloir faire introduire la contrainte ? Vous voyez, c'est le moment où on va obliger les entreprises à avoir une raison d'être. Parce que sur la RSE, tu n'as plus trop le choix. Hein. Mais l'obligation au développement durable est venue en raison de la pollution et la dégradation du milieu. L'obligation à la RSE est apparue sur la question du travail des enfants, mais finalement, l'obligation à la RSE, elle est apparue à cause de, comment dire ça, du fait que si tu ne le fais pas bien, si tu ne le fais pas correctement, ta RSE, ça ne va pas faire bien dans tes index. Enfin, vous voyez, sur la réputation, voilà. Donc, c'est des phénomènes symboliques de réputation. Et c'est très étonnant comment est-ce que la sanction peut venir de la réputation. C'est très dangereux comme outil, ça. Mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est une vraie question. C'est de savoir, voilà, comment est-ce qu'on peut inciter, faire pression, encourager, obliger, par le biais de la loi, à la rédaction et la mise en œuvre d'une raison d'être. C'est des questions délicates. Et là-dessus, il faudrait qu'on fasse un bilan sur les effets bénéfiques, les effets nuls ou les effets pervers de ce qu'on a fait pour le développement durable, pour la RSE. Enfin, on peut pas nier, par exemple, que sur les risques psychosociaux, enfin, c'est paradoxal. Enfin, sans doute que voilà, les obligations économiques d'une entreprise contemporaine augmentent les risques psychosociaux, ne serait-ce que parce que la pression exercée sur les individus augmente, puisqu'elle est systémique. Mais en même temps, on peut dire quand même que le souci des risques psychosociaux
permet de les accompagner et d'avoir un peu moins de gens qui plongent complètement dans la catastrophe, vous voyez, et de le prévenir un minimum. Donc ça, c'est la loi. Oui. De la même manière, on peut dire que là, la loi sur la raison d'être de l'entreprise est sans doute une... Voilà. Puisqu'elle est précisément... elle laisse une grande diversité. Pour l'instant, elle n'est que possible. Elle n'est pas encore incitante. Incitante, c'est quand, à défaut de vous punir, on va vous promettre. Peut-être à deux manières. Un, tu dis c'est bien de le faire, mais chacun le fait comme il veut. Deux, tu dis c'est bien de le faire, et si tu le fais, tu auras un bonbon. Et trois, c'est dire c'est bien de le faire, parce que si tu ne le fais pas, tu vas commencer à avoir des sanctions. Puis après ça, tu augmentes le niveau de la sanction. Ça va plus vite que d'augmenter le niveau des bonbons dans la phase C. Et puis, il y a aussi, on voit que, de nouveau, on est dans une phase d'interrogation. Voilà. Donc, le deuxième accompagnement, c'est quand l'espace social dans lequel on est se met à s'interroger, alors pas encore de manière suffisamment intense, mais s'interroger sur cette question. Je prends l'exemple du handicap. On peut estimer que la loi d'obligation sur l'embauche de personnes handicapées, enfin, ce n'est pas de personnes handicapées, mais d'une quantité de handicap, parce que tu vois, tu peux cumuler quoi. Si tu as 20 personnes un peu handicapées, ça fait comme un gros handicapé. Enfin bon, c'est toute la complexité de cette loi qui fait que... Pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même un petit peu spécial. Bon, mais on comprend bien, l'idée qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûr que sa mise en œuvre soit astucieuse, mais enfin, c'est pour dire que malgré tout, il y a plus de personnes ayant un handicap aujourd'hui reconnues, identifiées, accompagnées intelligemment comme telles dans les entreprises. Et voilà, la logique d'accompagnement de l'intégration de la personne handicapée dans la vie sociale par le biais de l'entreprise n'est pas une réussite à la hauteur de ce qu'on aurait espéré, ni de ce qu'on pense que l'on devrait faire, mais en tout cas, elle est une réussite par rapport à rien. Donc là, c'est la même question. C'est une question analogue. Donc aujourd'hui, on voit bien, la réflexion, là encore, la réflexion managériale autour de la finalité de l'entreprise, ce que les Anglais appellent le purpose de l'entreprise, le dessein de l'entreprise. Et puis l'interrogation qui est de plus en plus courante dans les entreprises sur le fait que finalement la cohésion et la cohérence humaine et sociale de l'entreprise est finalement la clé de sa durabilité, sans doute la clé de sa créativité et par moments aussi une des clés de la performance. Je distingue les trois. Parce que c'est ce qu'on observe, c'est que la cohérence humaine et sociale, la première chose, c'est à condition que le propriétaire de l'entreprise ne vende pas sa boîte à des gens qui la démolissent culturellement à l'espace d'un an. Mais je dirais, si elle est respectée, cette cohérence humaine, si elle est accompagnée par la culture d'entreprise, on va y revenir, elle a d'abord pour effet la longévité, la deuxième pour effet la conservation ou l'amélioration de la créativité, et elle a comme troisième effet la performance. On comprend assez bien d'ailleurs parce que la cohérence humaine résiste à fabriquer de la performance par pression. D'accord ? Quand vous avez une vraie cohérence humaine dans l'entreprise, vous n'allez pas pouvoir demander tout d'un coup d'augmenter la productivité, vous voyez, comme on le ferait sur des esclaves. Donc les mécaniques de pression pour l'augmentation marchent beaucoup moins bien. Donc du coup, la performance de l'entreprise repose nécessairement plus sur la créativité et la durée. Bon, ça se comprend assez aisément. Ensuite, je pense que la manière d'aborder la question, je l'ai visagé tout à l'heure, c'est au fond, quelle coopération il y a entre les personnes ? Quelles sont les clés d'une coopération humaine et humanisante ? Puisque c'est dans la coopération que va apparaître ou non la raison d'être. C'est dans l'alliance entre les personnes qu'apparaît ou non une raison d'être. Est-ce que apparaît comme élément clé de la coopération autre chose que le souci économique, le panurgisme de la logique collective, c'est-à-dire que chacun fait comme le voisin, quoi. Voilà. Et autre chose que simplement, la sollicitation, de reconnaissance par le patron ou l'incitation par des primes. Enfin, vous voyez, en gros, c'est important de savoir ça. Et c'est dans la coopération elle-même que ça s'instaure. Et c'est pas, comment dire ça ? C'est pas facile de développer à l'échelle d'une entreprise, un tout petit peu importante en taille, des logiques véritablement humaines et humanisantes de coopération
de manière majoritaire et durable, qui ne dépendent pas simplement d'un patron charismatique, par exemple. Parce que des fois, on voit bien, les gens disent, ils sont très heureux, finalement tout se passe bien, mais quand on analyse d'un tout petit peu près, on s'aperçoit que c'est parce qu'ils sont tous dans une telle admiration pour leur patron, mais que le jour où le patron change, c'est fini. Du jour au lendemain, la dynamique des individus les uns vers les autres disparaît. D'accord ? Parce qu'ils étaient dans une relation filiale et pas dans une relation fraternelle. D'accord ? Une relation verticale, ils n'avaient pas réellement créé de relation horizontale. Du coup, je vois bien que la grande difficulté, quand j'essaie de regarder de près, c'est est-ce que la coopération a lieu par obéissance aux représentations que j'inculque aux gens de l'entreprise, ou est-ce que le choix de la coopération a lieu au-delà des représentations? Pour moi, c'est la grande clé. C'est vrai d'ailleurs de toutes les relations humaines. Hein. Est-ce que je m'engage sous la représentation ou est-ce que je m'engage au-delà de la représentation? Je dis ça parce que aujourd'hui, je pense que quand on s'engage à l'intérieur de la représentation, je vous disais, comme on est dans un monde qui globalement, dont la symbolique est une symbolique éclatée, qui est une symbolique incapable d'accompagner. Je vous disais tout à l'heure qu'on voit émerger une certaine forme de symbolique qui est celle d'une forme d'écologie intégrale. Cette symbolique, elle est extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Au premier revers, elle peut disparaître comme ça en 15 secondes. Et ce n'est absolument pas une culture durable. Hein. Rêver que c'est une culture durable, c'est s'enfumer complètement l'esprit. Non, c'est une culture extrêmement fragile, qui pour l'instant est liée à un contexte précis, à un moment précis. Il suffirait que les données sociales ou les données géopolitiques changent pour qu'elles disparaissent en 15 secondes. Imaginez que tout d'un coup on soit l'objet d'une guerre intranationale ou qui débarque, c'est fini, hein, on peut y aller. Je dis ça parce qu'il y a des cultures qui perdurent même dans les situations catastrophiques. Des cultures du dévouement, des cultures de l'honneur, et les cultures de l'honneur n'est pas nécessairement une culture du dévouement, une culture du sacrifice, aucune de ces trois n'étant d'ailleurs nécessairement bonne, hein, mais qui peuvent perdurer à l'intérieur de la difficulté. La culture du souci écologique, de mon équilibre écologique, c'est la première chose qui vole en éclat en situation de crise. Hein. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une vraie question, pour moi comme philosophe, qui est de dire, est-ce qu'il y a un réel... Est-ce que cette entreprise accompagne, favorise, facilite, valide un véritable engagement interpersonnel? Grande question. Difficile question. Là-dedans, vous avez, si on veut aller vers ça, vous avez, comment dire ça, 3 mauvaises attitudes, mais qui malheureusement, statistiquement, sont quand même ce qui recouvre la plupart des gens. Un, c'est l'utilitarisme. C'est-à-dire que finalement, ce que tu vises à la fin, c'est ce qui est rentable pour toi. Point à la ligne. Et ça, si on est honnête avec ce qu'est l'humain, c'est la majorité. La majorité des humains agissent comme des animaux en fonction de leur utilité, de l'utilité de ce qu'ils font pour eux, pas pour les autres. Ensuite, je dirais, il y a ensuite 2 minorités, ou 3. Une minorité utopique, qui rêve par représentation de faire autrement. Aujourd'hui, celle-là, pour moi, elle est dangereuse. Parce que la minorité utopique, elle prétend aller à contre-courant d'une culture dominante et elle n'y arrivera pas, parce qu'elle n'est pas convaincante. Opposée, vous voyez, à la logique utilitariste du monde contemporain, le dévouement généreux et sacrificiel pour le bien d'autrui et la convivialité des peuples qui s'aiment tous les uns les autres, c'est juste, enfin, le philosophe dira, c'est généreux, mais c'est complètement en dehors de la réalité, ça. Or, le philosophe, il n'encourage pas à vivre en dehors du réel. Et puis, troisièmement, la troisième minorité, c'est les cyniques, hein, qui sont plus que des utilitaristes, qui, eux, utilisent les représentations pour essayer de dominer le groupe. C'est plutôt les dominants. Les cyniques, il y en a peu parmi... c'est plutôt du côté de ceux qui ont le pouvoir. Les utopiques, il peut y avoir des utopistes qui ont le pouvoir. Ils sont aussi dangereux que les cyniques qui ont le pouvoir. Mais à mon avis, aujourd'hui, ils ont une longévité moins grande. Et puis, vous avez quelque chose qui est nécessairement minoritaire, mais qui est précisément, voilà, et qui, je pense, dont les conditions de possibilité de développement ont augmenté par rapport à il y a même 20 ans, qui est les gens qui font le choix de faire avec les personnes avec qui ils travaillent pour de vrai. Et donc, ils sont capables de renoncer à une part de ce qui leur serait utile pour le bien relatif du groupe. Qui sont capables, voilà, d'être au service du groupe et que ça ne soit pas nécessairement reconnu par une valorisation salariale.
Il y en a des gens comme ça. C'est ceux sur lesquels repose l'humanité de l'entreprise. Ce n'est pas des utopistes, ce n'est pas des utilitaristes et ce n'est pas des cyniques. C'est des gens qui ne sont pas dans la posture, ils sont dans l'attitude intérieure. Ce que j'appelle, moi, les gens qui sont marqués par un capital de bonté plus élevé que les autres. Ce qui n'est pas le cas nécessairement des utopistes. Utopistes, je vous rappelle que Robespierre était un utopiste. Saint-Just aussi. Et un certain nombre des gens ont rejoint les idéaux du nazisme à défaut de par utopie positive. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la vraie question donc, de la raison d'entreprise se joue dans la nature de l'alliance entre les personnes. D'abord dans l'entreprise, et ensuite avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Mais évidemment, c'est l'homogénéité entre la relation qu'il y a entre les personnes et les parties prenantes de l'entreprise. Vous voyez, l'une se tient, il faut commencer par le centre. Et une fois que j'ai rencontré ça, ça commence par l'équipe dirigeante. J'ai une fois assisté comme ça, je suis allé... c'est quelqu'un du CJD qui vient de racheter une boîte qui emboutissait des tôles pour fabriquer des voitures. Alors moi, j'ai eu 3 chocs dans cette journée. La première, c'était dans les années 90. C'est que dans les années 90, il y a encore des gens qui faisaient un boulot à la manière des temps modernes de Charlot. Enfin, tu vois, tu prends une tôle, ça fait crunch, tu poses la tôle. Tu prends une tôle, ça fait crunch, tu poses la tôle. Tu fais ça 8 heures par jour. Et là, tu dis, ouf, ça existe dans mon pays. Je ne savais pas. Je savais de mots, mais je ne l'avais pas vu. Deuxième expérience extraordinaire, c'est le degré d'intelligence qui est capable de développer quelqu'un avec des moyens les plus minimes qui soient. Ces gens-là, qui se contentaient de faire ces opérations-là, contribuaient à fabriquer le plancher de la première voiture espace, Renault. Et on leur avait montré, sur un prototype, où se situait chacune des pièces qu'ils contribuaient à fabriquer. Ça va, ça? Eh bien, ils avaient vu, rien qu'au prototype, que ça ne marcherait pas. Qu'il allait y avoir des torsions, que ce châssis, parce que c'était des pièces d'un châssis, était mal conçu. J'avais été fasciné, moi. Que rien que la connaissance que tu as du matériau que tu travailles, c'est pas grand-chose, hein, suffisait à savoir qu'étant donné ce qu'est une voiture, alors évidemment, c'est les gens qui avaient conduit, là, il y a quelque chose qui ne collait pas. Et la troisième expérience de la journée, c'est que j'ai, du coup, ce jeune dirigeant, puisqu'il venait de racheter la boîte, m'a fait rencontrer son équipe de direction. Et je ne sais plus sur quoi j'ai parlé, mais enfin, sur les grands thèmes que j'abordais à l'époque, c'est qu'en gros, il fallait surtout pas se prendre trop au sérieux et commencer par devenir attentifs les uns aux autres, et que finalement, la composante de l'attention à autrui était un élément clé du management. Et j'ai l'erreur d'ajouter, évidemment, ça doit commencer par l'équipe dirigeante. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Je me suis aperçu que j'avais devant moi l'équipe dirigeante en question, là, qui instantanément, quand j'ai dit ça, on fermait les écoutilles, c'était fini. Donc on a écourté d'ailleurs la fin de la séance parce que je croyais que c'était des gens qui étaient... Parce que oui, non, je me souviens très bien. C'est parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, mais oui, sous forme d'ironie, évidemment, j'aurais pas dû faire ça. Je dis, ben oui, c'est clair que vous pouvez aussi vous contenter d'être les gérants d'esclaves bien payés. Ben oui, non, c'est... Voilà. Une fois aussi, j'ai eu le malheur de dire à quelqu'un qui dirigeait une grande boîte d'alimentation collective que c'était quand même un peu Verdun chez lui, quoi. Et que je trouvais ça bien de tenter d'évangéliser Verdun, c'est-à-dire de payer correctement des gens avec des bas salaires dans des conditions de travail difficiles. Mais enfin, globalement, il s'agissait d'évangéliser Verdun. Voilà. Il ne fallait pas m'expliquer que les conditions de travail et le salaire des gens, c'était autre chose que Verdun. Voilà. Mais j'aurais pas dû utiliser ce type de métaphore. Voilà. Et ça m'avait frappé de voir qu'effectivement, du coup, je me suis dit, ouais, en fait, ça commence toujours par l'équipe dirigeante. Tu veux savoir comment va l'entreprise? Ou tu commences par le haut, ou tu commences par la base. Voilà. Mais ça peut aller bien en haut et pas encore à la base, parce que ça n'a pas eu le temps de descendre. Ça veut dire qu'ils viennent de se convertir là-haut. Mais par contre, quand la base va bien, tu peux être sûr que la tête va bien. Parce que c'est homogène. Et ce n'est pas de l'exemplarité parce qu'on la vend, c'est de l'exemplarité parce que c'est contagieux. Il y a 2 formes d'exemplarité, celle dans laquelle tu te veux vitrine et celle dans laquelle tu es propagateur. Voilà. La vraie exemplarité, elle est propageante. Elle ne se donne pas comme exemple. Elle donne envie, ce n'est pas du tout pareil. Dans un cas, elle suscite l'admiration, dans l'autre cas, elle suscite l'envie d'essayer. Ce n'est pas du tout pareil. Alors, ça a des conséquences sur quoi, ça? 1, sur le leadership, bien évidemment. Quelle est d'abord la relation du dirigeant à ses propres collaborateurs, avant de parler de l'équipe dirigeante. Ensuite, je ne vais pas le développer parce que vous connaissez ces sujets-là, évidemment, il y a des enjeux dans le management, qui n'est pas la même chose que le leadership. D'accord?
Évidemment, la relation instaurée entre les personnes et donc la raison d'être ensemble, c'est ça les entreprises, c'est la raison d'être ensemble. Il faut d'abord qu'elle soit effectivement au cœur de la manière d'être du dirigeant vis-à-vis des gens avec qui il coopère. Ensuite, il faut qu'elle soit dans l'équipe dirigeante. Et puis ensuite, il faut qu'elle soit relayée, favorisée le plus possible au niveau managérial. Elle ne peut pas être imposée, mais elle peut être favorisée. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut voir comment... il y a favorisation et manipulation, c'est pas facile. Mais c'est comme dans l'éducation. Il y a des choses, si vous les imposez, ça provoquera que la rébellion. Si vous attendez que vos petits chéris le découvrent, ça risque de finir très mal. Donc vous essayez de favoriser, de les inciter, de les éveiller à, mais évidemment, il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Donc il faut que vous soyez prêt à vous prendre dans la figure le fait que vous ne pratiquez pas tout à fait ce que vous êtes en train de prôner. Par exemple, la disparition des injures dans l'espace familial. On n'a absolument pas le droit d'être grossier, sauf quand c'est papa qui pète un plomb. Ou quand papa et maman s'engueulent, quoi. Enfin, puis il y a d'autres manières d'être grossier que les mots. Hein. Et puis, donc, le leadership, le management, et ce que j'appellerais la microculture. Donc, pas la culture déclarative, mais la culture effective. La culture, c'est en fait la mise en œuvre c'est la qualité des savoir-faire et des savoir-être dans l'entreprise. C'est tout ce qui favorise, pour être plus précis, la culture, c'est tout ce qui favorise de manière effective la qualité du savoir-faire et du savoir-être. Et ça, c'est très intéressant de savoir, d'analyser quelle est la forme de culture qui favorise, de la manière la plus respectueuse possible, la qualité du savoir-faire et du savoir-être. C'est-à-dire la manière dont les personnes vont découvrir la possibilité de se choisir au-delà des contraintes. Enfin, oui, se choisir, ça ne veut pas dire s'aimer comme des amis, mais de se choisir. C'est-à-dire, en gros, d'accepter ce qu'est l'autre avec ce qu'il est et d'accepter que j'ai aussi... Enfin, de trouver la manière d'être accepté aussi avec ce que je suis. Enfin, oui, il y a une forme de négociation. Hein, parce que... pas rêver, la coopération, elle est authentique que si on accepte la part de négociation dans la coopération. Rêver qu'on va être dans une générosité absolue de la relation, ça aussi, c'est du débile. Nous faisons confiance. Ben, ça dépend, pas là où tu n'es pas fiable, de toute façon. Je ne te fais pas confiance comme patron pour comprendre ce que je vis, moi, à la base, avec un salaire réduit. Hein. Tu n'es pas compétent. Et moi d'ailleurs, comme patron, bah oui, je ne peux pas te faire confiance pour me donner des conseils sur la manière dont j'ai à gérer les actionnaires, sur le problème de la chute de l'action. C'est sûr que si tu es magasinier, ça ne va pas le faire, chacun sa compétence. Sauf si tu es un magasinier génial qui par ailleurs spécule sur l'action de sa propre boîte et qui en fait est un génie financier qui s'ignore. Ça peut exister ça. Je suis très sérieux. Et donc, voilà, finalement, c'est sur cette culture que ça va reposer. Parce que même le leadership et le management, s'il n'est pas relayé par la culture, ne permet pas de maintenir dans la durée une raison d'être effective et humanisante pour l'entreprise. Et là-dedans, c'est très intéressant d'étudier. Des fois, c'est la culture familiale qui va marcher. Il y a des entreprises familiales dans lesquelles la culture favorise ça. Vous en avez, c'est l'inverse. C'est parce que la culture est familiale qu'elle empêche complètement la croissance. Vous avez, c'est parce que la culture est innovante. C'est une culture de l'innovation que ça va permettre précisément cette qualité. Dans d'autres, c'est l'inverse. C'est l'innovation qui, au contraire, désolidarise les gens. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas faire des grandes phrases. Donc, oui, c'est l'innovation. Oui, c'est la culture familiale. Oui, c'est, je ne sais pas trop quoi, l'égalité des salaires. Tout le monde sait que, comment il s'appelait c'était Michel Bon, hein, a complètement commencé à faire foirer France Télécom parce qu'il a décrété que la pyramide des salaires devait être de 4. Donc il avait simplement 4 fois plus que la personne qui avait le salaire le plus élémentaire de France Télécom. Ça a très vite pas bien marché. Hein. T'écrases pas une pyramide comme ça parce que toi tu peux être dans ta générosité chrétienne, c'est un homme tout à fait admirable. Décréter que tu rabaisses ton salaire, le problème c'est tous les gens qui sont écrasés dans la descente. Enfin, tu vois, t'as des gens, ils après 6 mois là tout d'un coup, tu redescends parce que tu es au-dessus. Tu vois. Donc avant que tu réduises ton salaire de 10 en décrétant que tout le monde va se réajuster sur ta réduction de 10, renseigne-toi sur tous les ennemis que tu vas te créer, les assassins potentiels que tu vas te créer dans la seconde qui va suivre. Bref, c'est pour dire que c'est ça la culture. Et évidemment, quand on analyse, c'est aussi, alors ça c'était pas son fait à lui, hein, mais la deuxième grande erreur qui était de ne pas anticiper qu'une culture du service public de type PTT ne va pas tout d'un coup se transformer en une culture commerciale marketing mondialisée type Orange. D'accord ? Que le choc, le tournant culturel est extrêmement violent.
Même chose, j'avais une discussion il y a 2 jours avec un employé de la SNCF qui m'empêchait de descendre sur le quai pour négocier avec comment ça s'appelle, le contrôleur du train, la possibilité que je monte dans le train et que j'achète un billet dans le train. C'était très impressionnant. Je lui ai dit, mais madame, vous vous cachez derrière une procédure qui, du coup, vous fait vous comporter de manière parfaitement inhumaine. J'ai le malheur de dire que j'avais un père qui avait dirigé la SNCF 20 ans. Il me dit, oui, c'est sans doute lui qui a introduit ce type de logique. Je dis, non, pas du tout. Précisément. C'est que vous êtes passé d'une logique de service public à une logique de pur marketing et de logique sécuritaire dans laquelle vous protégez tous les gens qui pourraient venir faire du foin sur le quai, mais du coup, vous pratiquez ponctuellement des choses totalement inhumaines sans vous en apercevoir et cachez derrière la loi. C'est dommage. Donc c'est très frappant de voir que c'est ça la culture. C'est pas simple de faire évoluer la culture de la SNCF. Hein. Non mais c'est vrai, on est en plein dedans. Hein. Voilà, et donc c'est pour dire que alors on ne sait pas bien parce que c'est au moment où on n'a plus de culture collective. Il n'y a plus de culture française. Il n'y a pas de culture européenne. Il y a une vague culture occidentale. Désormais contestée par tout le reste du monde. Et qui en plus a peu d'inventivité et de capacité de se repositionner sur les enjeux contemporains. C'est pathétique. Les positionnements sont de nouveau purement celui du libéralisme narcissique, point barre. Dans lequel on vend l'égalité comme un produit social censé te garantir la réélection. Enfin, on est dans du pathétique. Quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire D'abord que je pense que c'est une culture de ce qui, dans la culture de l'entreprise, favorise une véritable raison d'être de l'entreprise, dans le monde dans lequel on est, ne peut être qu'une culture de la résistance, au sens du fait que, par exemple, on accepte de se repositionner sans cesse, non pas contre, mais de se repositionner sans cesse de manière alternative, au monde contemporain. C'est-à-dire que pardon, je m'excuse. Ouais, typique. Pardon. Un peu plus subtil que ça. Une seconde. Ah non. Okay. Et ensuite, ça demande une culture de la reformulation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne peut plus se contenter de dire les choses et de les graver dans le marbre en s'imaginant que la formulation que j'en ai faite aujourd'hui vaudra dans un an. Hein, la mobilité, l'irrégularité, l'impondérabilité du monde dans lequel on est et l'absence de culture pour lui faire face oblige, enfin on le voit bien aussi dans l'éducation, hein, à reformuler les choses très régulièrement et chaque fois de manière réactualisée. On est obligé de réactualiser son discernement et de réactualiser la formulation. On voit bien aujourd'hui, votre enfant de 9 ans, vous ne pouvez plus du tout lui dire la même chose à 11 ans, même des fois à 10 ans et demi. Vous devez, sur tout un nombre de sujets, reprendre presque la question à zéro. Parce que vous voyez bien que ce que vous lui dites aujourd'hui n'a pas le même écho qu'il y a 4 ans, et que son frère ou sa sœur qui a 4 ans de moins, en fait, vous l'abordez pas. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous réactualisez votre posture culturelle, puisque ce que vous essayez de lui dire, c'est des choses qui ne sont pas simplement votre intuition, mais ce qui vous semble bon à vivre aujourd'hui. Voilà. Et ça, on n'était pas habitué. On pensait que la culture, c'était plutôt des permanences immuables, vous voyez, des vérités éternelles. Parce qu'on a grandi dans une culture classique. Voilà, je vais peut-être laisser passer aux questions. Je me disais, par exemple, ça demande d'avoir une culture et une manière de s'engager les uns envers les autres dans lequel il y ait à la fois la confiance et la vérité. Réclamer des relations dans lesquelles je ne mise que sur la confiance risque à un moment donné d'être une culture dans laquelle je vais éviter de dire la vérité pour garder la confiance. Mais une culture dans laquelle je n'ai
que la vérité risque d'être une culture de la violence. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire, et elle n'est pas bonne à dire n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc être que franc et vrai, et cash, ça peut empêcher le développement d'une vraie relation humaine. N'être que dans la promotion de la confiance sans promouvoir en même temps la vérité du face-à-face. Vous voyez ? Je voyais aussi justice et participation. Dans la relation, dans l'entreprise, il y a des éléments de justice, de comparaison possible des individus. Et en même temps, il faut tenir compte de ces éléments comparatifs. Sans croire que la cohésion de la communauté se fait autour de la justice. La cohésion de la communauté se fait autour de la participation, au-delà de la part d'injustice irréductible. Ou pour parler autrement, la justice, l'égalité humainement, ça n'existe pas. Le travail de la justice, c'est de la réduire là où elle doit l'être, l'inégalité, sans jamais prétendre l'annuler. Toute culture qui prétend annuler l'inégalité et instaurer l'égalité est une culture qui ne correspond pas à la réalité humaine, qui est dictatoriale, qui est idéologique, qui est utopique, et donc destructrice à la fin. Et donc, voilà, faire avec la part inégalitaire permanente dans toute société ne peut se compenser que si je le contrebalance par de la participation. La vraie richesse du vivre ensemble de l'entreprise n'est pas d'être fixée sur la justice des rémunérations, par exemple, ou des hiérarchies, mais sur la qualité de la participation au même projet. Puis le troisième que je voyais, c'est, ça recoupe un peu ce deuxième, mais c'est différent, c'est le lien entre prise des risques et solidarité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse développer et favoriser une véritable raison d'être de l'entreprise qui soit humaine et humanisante si on ne favorise pas une culture de la prise de risque. Et en même temps, la culture de la prise de risque, elle ne doit pas être une culture de la prise de risque centrée sur soi. Vous voyez, je veux dire, quel type qui prend des risques de fou, quoi. Mais elle doit être contrebalancée par l'élément solidaire. J'ai à prendre des risques, mais en sachant comment j'engage les autres dans le risque que je prends. Kerviel n'a pas compris la solidarité de la prise de risque qu'il prenait. S'il a évalué la prise de risque qu'il prenait, d'ailleurs. Mais il n'a pas vu, en tout cas, on ne l'avait pas du tout formé au fait que la prise de risque, y compris dans le domaine financier, engage les autres. Moi, je le reformule comme ça en disant n'importe quel acte économique, y compris celui d'une pure transaction financière, a des conséquences humaines quelque part. Aucun acte économique ne peut s'exenter de l'humain, y compris un simple virement bancaire. Voilà. Parce qu'il joue précisément sur les équilibres, sur les justices et les injustices. Voilà. Et donc, et je pense que le monde dans lequel on est ne peut se développer humainement dans l'entreprise que si je développe ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité. Mais je trouve ce mot tout à fait ambigu. Je préfère parler de prise de risque. Et pour le formuler clairement, à la fin, la grande question, qui est à mon avis sur laquelle à mon avis tout le monde bute, c'est sommes-nous prêts à prendre les risques les uns des autres? Pas seulement à prendre des risques ensemble, à prendre les risques des autres. La vraie subsidiarité dans l'entreprise consiste à prendre le risque de son subalterne. Alors que la vraie délégation de risque aujourd'hui, telle qu'elle se pratique dans l'entreprise, consiste à se servir du subalterne comme fusible par rapport à moi. C'est exactement l'inverse. Le véritable supérieur hiérarchique prend le risque du subalterne. Voilà. Mais donc là, il y a une espèce mais on voit bien, ça n'est pas possible si je n'ai pas commencé par l'équilibre entre confiance et vérité, et entre justice et participation. À vous les questions. Bonsoir. Dans des conférences passées, vous avez développé les liens fraternels dans une famille, les liens paternels, les liens maternels. Pourriez-vous nous dire deux mots sur les liens entre collègues? Qu'est-ce qui les caractérise? Alors, les collègues, les collaborateurs. D'abord, c'est des personnes humaines. Enfin, il y a deux manières de faire. Ou bien, je dis, de toute façon, je ne suis en relation avec ces gens-là qu'à cause d'un projet collectif. Et donc, je ne m'intéresse à eux que pour autant qu'ils mettent leurs compétences sur la table.
ça, c'est un bon départ, mais ça ne durera pas très longtemps. Donc, c'est évident qu'il faut qu'il y ait un organigramme clair, avec aussi... Mais dès qu'il va falloir ajuster la mise en œuvre des compétences des uns par rapport aux autres, on va toucher l'humain. Et là, on n'est plus dans la compétence, on est dans la mise en œuvre. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'économie de la personne d'autrui, dans l'ajustement des compétences, c'est-à-dire dans un minimum d'ajustement des personnes. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, l'ajustement des personnes, eh bien, se fait plus favorablement au service du projet commun quand je le développe au-delà de la nécessité simplement de la mise en œuvre de la compétence. Quand je développe une forme de gratuité relationnelle, ce que j'appelle moi la bienveillance volontaire, qui est, on pourrait le dire, une forme de fraternité sociale fondamentale aussi. Je pense qu'il faut le former de la double manière. Bienveillance volontaire, elle n'est pas facultative, elle est nécessaire, mais elle est un choix. Elle ne relève pas de mon émotion ou de mes affinités. Mais voilà, cette bienveillance volontaire, je pense qu'elle est plus facile quand je comprends que ma condition humaine d'existence, c'est celle d'une fraternité potentielle permanente à l'égard de mes semblables. Potentielle. La fraternité, elle ne devient effective que par le choix que j'en fais. Donc les humains ne sont pas mes frères, mais ils pourraient l'être. Comment est-ce que ce qui relève d'une volonté personnelle Oui. dans cette bienveillance, mais qu'est-ce qui relève d'une organisation de l'entreprise? Alors, précisément, l'organisation de l'entreprise, d'abord, doit pouvoir choisir de déléguer délibérément à cette bienveillance un certain nombre de choses. Lâcher le reporting, par exemple. Lâcher le reporting. Tu ne peux pas demander aux gens de développer une bienveillance volontaire et de prétendre en développer une sur tes subalternes et tu réclames un reporting tous les jours de ce qu'il a fait. Il faut arrêter le truc. C'est élémentaire, ça. C'est quand même... Aucun enfant aujourd'hui ne se fera avoir par ce genre de truc. Si tu le surveilles, comprends, ça veut dire que tu ne fais pas confiance. Et puis, c'est la bienveillance effective. Tu vois, voilà. Donc, ça veut dire que les logiques de pouvoir, même si elles sont inévitables, il peut y avoir une culture interne qui les compense, les contrecarre, leur fait face. Voilà. Et le dirigeant aussi doit pouvoir prendre ce risque. Il doit pouvoir supporter qu'il y ait des collaborateurs directs qui lui disent que là, il déconne grave, quoi. Avec un grand sourire. Voilà. Donc c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mise en œuvre. Donc il faut veiller à tout ce qui... Alors c'est aussi l'injustice. Tu ne peux pas prétendre développer une logique de bienveillance alors qu'il y a des injustices sociales dans la boîte qui sont énormes, quoi. Hein. Des disparités de salaire qui sont absolument injustifiables. Non. Oui, tu peux. Il faut voir si le micro marche. Des fois, il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Je vais reprendre. Vas-y. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut remonter plus loin. Donc la question, c'est l'origine de l'entreprise. Je pense que l'origine des entreprises humaines n'est pas nécessairement l'offre et la demande. Je pense qu'il y a quelque chose de plus ancien qui est l'utilité sociale à des conditions de viabilité les uns avec les autres. Hein. En gros, l'entreprise, elle est que chacun se spécialise dans sa compétence et qu'il y a un échange, des biens qui permettent globalement que la richesse circule. Hein. Ensuite, c'est vrai que le premier développement économique de l'entreprise de manière, systémique, hein, à l'échelle d'une civilisation, c'est fait par l'utilisation maximale de l'offre et de la demande. Et que tu as tout à fait raison de dire que ça s'est doublé de l'employabilité. Pourquoi? Pas simplement parce que employer les gens, ça a évité qu'ils fassent la révolution, qu'ils soient au chômage, mais aussi parce qu'on a couplé ça à ce moment-là sur la consommation de masse. C'est ça l'élément pervers d'ailleurs. Hein. C'est que du coup, c'est l'élément de consommation qui s'est mis à propulser le monde de l'entreprise et la société civile dans un espace sur lequel on ne s'est toujours pas positionné,
qui a rendu un service énorme parce qu'il a surdéveloppé l'économie industrielle, qu'il a permis à un nombre beaucoup plus grand de gens et d'être employés et d'avoir des biens matériels et d'avoir des biens, d'être dans une certaine forme d'abondance qui évite aussi de faire la révolution ou de faire la grève, et encore, voilà. Et donc concrètement, mais ce qu'on n'a pas pris à ce moment-là, c'est le temps d'analyser comment est-ce que la logique de consommation de masse comportait intrinsèquement des éléments réellement pervers. Voilà. Bon. Et maintenant qu'on y est, voilà, chacun doit réussir à se positionner sur le fait qu'il y a une ambiguïté désormais structurelle à la systémique économique planétaire, que ça n'empêche pas que tout en étant conscient des effets pervers de ce à quoi je coopère, involontairement, par ma consommation ou pas comme membre d'une entreprise, eh bien j'essaye, pour la part qui est la mienne et dans l'espace qui est le mien, voilà. Mais je ne rêve plus. Les entreprises qui ne font que le bien, ça n'existe pas. Quelle que soit la nature d'entreprise, qu'elle soit religieuse, militaire, sociale, médicale, ça n'existe pas. Par contre, elle peut chercher à favoriser le bien plutôt que de favoriser le mal, ça c'est sûr. Et favoriser le bien, mais c'est viser à ce qu'elle permette au plus grand nombre voilà, d'avoir à sa disposition des moyens humanisants. C'est clair. Donc c'est un choix de l'individu de faire moins mal. Exactement. Aujourd'hui, on n'a pas... Exactement. C'est le choix de l'individu de faire moins mal parce que la systémique du mal est désormais transfrontalière et ne peut pas être régulée par les lois. C'est un peu l'originalité du monde contemporain. C'est pour ça qu'on est rentré là-dedans après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La première mondialisation, il faut se souvenir que c'est celle de la violence. Ça aurait dû nous donner à penser. Donc on est dans la troisième mondialisation. Elle pratique une violence, qui évidemment ne peut par certains côtés absolument pas être comparée à la précédente et elle implique des effets bénéfiques que n'impliquait ni la première ni le deuxième phénomène de mondialisation, mais elle implique aussi des effets pervers et des effets de violence à l'échelle de la mondialisation elle-même. On aurait dû y réfléchir avec le New Deal, enfin bon bref, toutes ces choses-là, on aurait dû y réfléchir bien en amont, mais on était dans une science économique, enfin dans une économie qui prétendait s'adosser à une science, et qui s'imaginait être une science rigoureuse, alors qu'elle était une science humaine, donc une science molle. Voilà. Et qu'elle n'a pas eu le courage, à ce moment-là, cette science, de revisiter ses fondements philosophiques et politiques, et de se remettre en cause, parce qu'en face, elle avait un bloc qui proposait une alternative critique, totalement suicidaire aussi. Voilà, donc en gros, c'est un peu comme les protestants et les catholiques, chacun a... Comment expliquer ça, a contribué à l'enfermement de l'autre dans son idéologie. C'est ça le problème des deux blocs. Le phénomène des deux blocs est sur le plan politico-social exactement le même que le phénomène de l'opposition du catholicisme et du protestantisme à partir de la Réforme, où chacun s'est dévitalisé par opposition à autrui. Et a, pour moi, appauvri considérablement le christianisme pour développer la religion, ce que n'était pas le christianisme à la base. Mais de la même manière, là... Cette double opposition a fini par développer une systémique socio-économique à l'échelle planétaire qui ne comporte plus ni les avantages de l'un dans ce qu'il avait d'intéressant, ni les avantages de l'autre dans ce qu'il avait d'intéressant. De l'un, c'est-à-dire la créativité au service des personnes, tout ce qui est passé dans les années 60 et 70, et de l'autre, une tentative de réelle égalité et anticipation à l'égard des conséquences pour la masse. Parce qu'aussi bien, voilà, la notion de plan, de prévisibilité économique et politico-économique, c'est une invention qui était poussée beaucoup plus loin, alors de manière totalement inopérante, mais en Chine ou en Russie. Bonsoir. Pourriez-vous nous donner un exemple de c'est quoi un positionnement utopique, utilitaire, etc. comme ça, en étant quelqu'un qui a commencé son entreprise il y a 2 ans, justement pour des raisons, on va dire, basées sur... Humaniste. C'est ça. Et puis notre offre est justement dans une optique de humanisant aussi. Tout à fait. Des organisations. Alors, je suis curieux de savoir si je tombe dans une de ces catégories. Alors, vous tombez peut-être pas, mais il peut y avoir dans votre entreprise, je ne la connais pas, des gens qui sont là de manière utilitaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien contre votre discours humaniste.
Mais d'abord, ils vous trouvent sympa. Ah bon, alors ça va. Mais admettons que, vous soyez que sur la base de ce projet, vous soyez 30. Vous pourriez avoir sur ces 30 personnes, des personnes qui, voilà, que vous avez embauchées parce qu'elles sont prêtes à coopérer avec vous, qui adhèrent en théorie à votre discours parce que vous êtes plutôt sympa, mais dès qu'il va y avoir un problème et s'il fallait, vous voyez, prendre sur eux pour sacrifier quelques-uns de leurs avantages au service du bien humain de l'entreprise, ils ne le feraient pas. Ce que j'appelle des utilitaires. Sur les 30, vous pourriez en avoir voilà, un ou deux qui a vu tout le bénéfice qu'il pourrait y avoir à développer votre boîte à fond, d'en faire une start-up qui va marcher, et donc qui a bien prévu de faire une OPA sur votre propre boîte, ou de créer son concurrent après vous avoir piqué tout votre savoir-faire pendant les 3 premières années. Ça, c'est un cynique. Et puis, vous pouvez avoir des gens là-dedans qui disent « Mais c'est génial, j'ai rencontré le Christ en forme de chef d'entreprise, un type généreux, c'est formidable, on va changer le monde. D'ailleurs, on s'aime beaucoup, on rigole ensemble et on s'invite au resto. Et finalement, tout ça combiné, le bonheur, le plaisir, la joie, le progrès social, voilà. Eux, ils ont un peu fumé la moquette, donc il faudrait leur dire « Écoutez, calmons-nous, parce qu'on a quand même des échéances financières. » Et donc, oui... Donc, il faut passer d'une idéologie humaniste, ou un peu trop d'idéal humaniste, en fait, à descendre dans l'humain. Mettre en œuvre l'humain concret. Ça, c'est de l'humanisme empirique. Ce n'est pas de l'humanisme idéaliste. Parce que c'est quand même de l'humanisme idéaliste qui a engendré le nazisme et le stalinisme. Enfin, le léninisme. Au début, c'est de l'idéalisme. Et, et que la Révolution française, elle a coupé la tête de milliers, de centaines de milliers de personnes par idéalisme. Voilà. Et donc, il faut toujours se méfier de l'idéalisme. On peut l'avoir une fois qu'on a bu un petit coup. On fait un discours de mariage sur le fait que cette fille qu'on vient de donner à son futur gendre est la plus belle fille du monde et la meilleure. Bon, on peut avoir un petit moment comme ça, de délire romantique. C'est interdit à personne. Mais les frères et les sœurs vont se charger de contrebalancer les choses que vous avez racontées. Voilà, mais c'est pour dire que, voilà, aujourd'hui, je dirais, on est dans un monde qui ne peut pas se permettre de se faire manipuler là-dessus. Il faut descendre dans l'humain, quoi, dans le moteur. C'est là que ça va se jouer. Ça revient à ce que vous avez dit au départ, en disant que le conflit existe, le choix. Exactement, exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment le choix, il faut renouveler sans cesse ce choix. La confiance, avant que la confiance soit définitive, c'est 20 ans de vie commune. Facile. Quels sont les amis dont on peut dire « je sais qu'ils ne me lâcheront jamais », qu'ils soient des amis de moins de 20 ans? C'est rare. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est analogue, hein, c'est une comparaison. C'est pour dire que c'est vraiment le choix. Et d'ailleurs, je sais bien que c'est parce que j'ai rechoisi aussi telle ou telle personne régulièrement qu'on a réussi à traverser des moments de crise, de conflit. Voilà. Donc la confiance, ça se réitère chaque jour et je ne peux pas décréter trop vite victoire. Parce que moi-même, je ne connais pas mes failles. Enfin, tant que je suis jeune. Bonsoir. Moi, il y a pas mal de thèmes que vous avez évoqués là ce soir qui me font penser à un mouvement d'entreprise, je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça, qu'on appelle les entreprises libérées, entre guillemets, oui. Où on choisit effectivement un management plus plat, un sens, de redonner du sens, de dire c'est des entreprises pourquoi, pour qu'on travaille, de prendre des risques, c'est-à-dire de donner confiance, donner la confiance aux salariés pour leur dire c'est vous qui savez, c'est pas moi le dirigeant par exemple. Qu'est-ce que vous pensez Alors, je pense que l'intention des entreprises libérées est tout à fait louable et va dans le sens de ce que je développe. Ensuite, passer de l'intention à la réalisation, je suis plus circonspect. Parce que l'entreprise libérée, elle risquerait de se baser sur le fait qu'en tout homme, il y a une bonne volonté qui n'attend qu'à s'éclore, qui n'attend que d'éclore. Finalement, dès qu'on fait confiance aux gens, ils fleurissent, ils s'épanouissent, ils prennent des risques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut vivre ça un temps qui va durer entre quelques mois et quelques années. Et au premier vrai coup de Trafalgar, il n'y a absolument plus personne. Voilà. Donc, je dirais que l'intention est bonne, il ne faut pas qu'elle se vende sous une forme idéalisée. C'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est bien d'adhérer à ce schéma, c'est une autre paire de manches que de le mettre en œuvre dans la durée. Voilà. Milieu de l'automobile,
Bien sûr. sous-traitant d'automobile qui a bien marché et tout. Après, c'est vrai que voilà, l'apporter aujourd'hui dans notre culture d'entreprise, puisque vous parliez aussi beaucoup de culture, c'est sûr que c'est un... Voilà, donc ça grand réclame du mouvement, temps. quoi. Et puis, quand c'est par exemple des entreprises qui sont cotées, rien n'empêche qu'à un moment donné, on soit racheté par un groupe de financiers qui n'a absolument rien à faire de votre culture et qui, je vous dis, vous sabote tout en l'espace de quelques mois. C'est comme de l'entreprise Waterman, par exemple. Donc on peut vous dézinguer votre boulot. Voilà. Donc si on vit l'entreprise libérée sous un mode de précarité heureuse, en sachant que nul d'entre nous ne sait exactement comment il réagira le jour où ça va commencer à être un peu plus grave que de la précarité, où il va vraiment y avoir des problèmes, alors c'est possible. Voilà. Mais d'abord, c'est faisable qu'à des petites échelles ou sur des petites unités. Et voilà, moi, les quelques entreprises dont j'ai entendu parler ou que j'ai vues, fait qu'il y a souvent un leadership derrière très enthousiaste qui a emporté tout le monde, avec des consultants qui vous ont emporté tout le monde. Moi, ça me fait un petit peu penser au renouveau charismatique chrétien des années 70. Laissons 30 années passer, la tête n'est plus tout à fait la même après. Voilà. Donc je ne veux pas jouer pour empêcher la fête, hein, mais il faut être lucide. C'est possible dans certains micro-milieux d'abord, c'est possible si les choses ont été préparées, c'est des révolutions lentes, et encore plus lentes si on veut qu'elles soient durables. Mais voilà, vous avez des entreprises avec lesquelles c'est impossible de toute façon. Parce qu'on vous dirait il suffit d'une volonté managériale, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une compatibilité avec la culture dans laquelle on est. Mais vous avez des entreprises qui avaient commencé ça un peu avant les autres, hein, l'armée de terre par exemple. Ça ne s'appelait pas comme ça. Donc ce qu'il y a aussi, c'est que l'entreprise libérée, elle ne fait que mettre des mots sur des choses qui se sont pratiquées de manière, comment vous dire ça, depuis 30 ans, par les uns ou les autres, de manière moins formulée et moins avec des mots qui font moins comme ça. Le lean management peut être considéré comme l'entreprise libérée. Mais le lean management, c'est d'abord on ne comprend pas le mot, ensuite quand on vous explique le concept, c'est un peu fatigant, mais à la fin, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, voilà. Puis ensuite, il faut attendre la deuxième génération. Vous savez, vous avez les fondateurs avec des idées fondateurs géniaux avec des idées géniales. Vous avez la génération de ceux qui vont essayer de commercialiser durablement l'idée. C'est comme Decathlon, quoi. Voilà. Donc la deuxième génération, elle risque de nous faire du libéré, en kit, quoi. Et ça, c'est un risque. Donc après ça, comment est-ce qu'on franchit le seuil du succès? C'est une autre question. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse philosophique qui dit qu'à la fin, quelle que soit, encore une fois, la tentative de révolution d'entreprise qu'on cherche à opérer, la véritable culture d'entreprise ne s'instaure qu'au bout de 10 ans d'intégration d'une révolution comme celle-là. Donc je peux dire qu'elle va durer là-dedans qu'au bout de 10 ans. Il n'y a qu'au bout de 10 ans que je pourrais voir qu'il y a eu des temps de réaction, de moments difficiles, voilà, où elle a fini par intégrer cette attitude de fond et la faire sienne. Les scopes, c'est la même chose. La scope, c'est d'abord une possibilité d'organisation économico-sociale. Derrière, pour moi, c'est le principe de la coopérative poussé un petit peu jusqu'au bout. Hein, d'ailleurs, c'est le modèle de la coopérative. Même chose, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels la scope, elle est tout à fait souhaitable et elle fonctionne très très bien. Il y a des domaines dans lesquels, voilà, il y a des entreprises qui fonctionneront bien mieux en n'étant pas des scopes et en étant, par exemple, revendues à ses membres, mais 10 ans plus tard. Enfin, vous voyez, tout dépend. Vous avez des boîtes, elles ne démarreront pas en étant des scopes parce qu'il faut qu'il y ait une seule tête, parce que les enjeux et le type de profil managérial qu'il faut pour réussir à percer dans un domaine donné réclament des gens qui soient capables par moment de rassembler les idées dans une seule personne ou dans deux personnes et qu'on n'a pas le temps de discuter à 10. Voilà. Mais qu'il y a une autre phase de l'entreprise où au contraire on devrait pouvoir le faire. Par contre, je trouve que la scope, là où elle est vraiment importante, c'est comme, comment dire ça, comme figure sociale de l'entreprise. Je pense que voilà, de voir qu'une entreprise qui est détenue par les gens qui la travaillent de manière heureuse et créative, c'est pas utopique, c'est possible. Là encore, même si c'est plus précaire, c'est plus fragile, parce que les dissensions peuvent faire exploser la chose beaucoup plus vite. Mais que ça soit viable dans certains domaines et que ça soit voilà, quelque chose qui est une vraie pertinence, je trouve que c'est bon à mettre en œuvre. Bonsoir. Donc moi, j'aurais une question très simple et très courte. J'aurais aimé avoir votre avis sur un point étymologique. On parle d'une entreprise aujourd'hui comme une personne morale. Oui. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue sur cette étymologie.
Une personne morale, c'est-à-dire, je pense que le mot personne morale est parfaitement maladroit. Je pense que moi, si j'étais, voilà, j'aurais éliminé ce mot. Parce qu'une personne, c'est une réalité substantielle qui a une dignité non négociable. Alors qu'une personne morale, ça peut mourir, et il est même des fois bon qu'elle meure par suppression des gens qui la constituent. Donc c'est pas tout à fait pareil. Mais quand on veut dire personne morale, ça veut dire qu'elle est sujet de droits et de devoirs. C'est ça que ça veut dire basiquement. Hein. Ça veut dire qu'en fait, c'est une organisation qui va avoir des obligations vis-à-vis d'autres organisations. C'est ça une personnalité morale. Alors, le problème, c'est que ces obligations et ces droits n'ont été, au moment où la législation française a inventé le concept juridique d'entreprise, regardés que sous l'angle économique. Et donc l'élargissement de ce qui vient de s'opérer, c'est de dire oui, l'entreprise peut choisir, et moi j'aurais même tendance à dire elle doit le faire parce qu'elle l'est de facto, sujet d'obligations et de droits sociaux. Voilà. Elle l'est déjà par les cotisations sociales. Mais la fonction ou le rayonnement social de l'entreprise est beaucoup plus large que simplement la cotisation, depuis toujours d'ailleurs. Donc, je pense que c'est bon que l'entreprise, alors la difficulté, c'est qu'il ne faut pas non plus que ces obligations soient beaucoup plus lourdes que les droits que ça représente, et que finalement, ça pousse les entreprises à ne pas formuler de raisons sociales. Mais je pense que ça serait bon, parce que c'est un fait. Voilà, mais je suis alors pour le coup pas assez compétent pour être rentré dans les détails des lois, plus que les lois, entre l'intention claire de ce qui préside à leur création et ce qu'elles finissent par devenir une fois que tu as 500 amendements, c'est pas très facile de comprendre. Merci. C'est un peu lié à l'entreprise, mais c'est peut-être une question un peu plus philosophique. Vous avez parlé de la traçabilité des processus et l'industrialisation du soin et de l'enseignement, si j'ai bien récapitulé bien. Et aussi l'handicap. J'ai récemment lu une citation du théologien Jürgen Moltmann qui avait dit que nous sommes tous handicapés. Le problème est que la société définit arbitrairement c'est quoi le handicap. Ça veut dire la capacité à produire et profiter du loisir. Alors la question que je me pose est que si les entreprises sont dans une démarche d'intégration des gens d'handicap, est-ce que ça peut avoir un danger sur la définition de la personne, de ces personnes qui sont une personne en soi intégrale, plutôt que cette définition qui est arbitraire de la société, comme personne qui peut être productif dans une organisation, et puis donc peut profiter de la loi. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un danger dans ça? Alors, ce qui est clair, c'est que le handicap, il est relatif. C'est sûr que si vous vous êtes cassé la jambe, vous êtes handicapé provisoirement. Mais même avec vos deux jambes, si vous tentez de courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques, de toute façon, vous serez considéré comme un handicapé par rapport au profil physique de ceux avec qui vous allez courir. Parce que vous avez un handicap respiratoire, parce que vous avez un handicap musculaire, parce que votre handicap il est multifonctionnel. Vous ne rentrez pas dans la catégorie des gens capables de faire ce genre de choses, par exemple. C'est très étonnant, je pense à la montagne, par exemple. Vous avez des gens, je voyais ça le jour, vous avez des gens qui estiment qu'ils sont handicapés parce qu'ils sont trop grands, d'autres qui estiment qu'ils sont handicapés pour monter les montagnes, pour grimper, parce qu'ils sont trop petits. Et le jour, je voyais quelqu'un auquel il manque un doigt, donc il est handicapé. N'empêche qu'il a réussi à compenser par l'absence de ce doigt des habiletés qu'il n'aurait jamais développées s'il n'avait pas été handicapé de ce doigt. Alors, est-ce qu'il est handicapé ou pas, lui? Voilà. Et donc, le handicap, c'est effectivement tout ce qui entrave ma vie humaine et que je subis, qui n'est pas de mon chef. La faute est ce qui entrave ma vie humaine par ma propre responsabilité, mais le handicap est une espèce, un obstacle psychique, physique ou social d'ailleurs, qui entrave durablement une certaine forme de bien-être. On va dire ça comme ça. C'est difficile de faire plus, d'aller plus loin.
Ensuite, il est bon de reconnaître, et voilà, que cette situation met des gens dans des situations d'inégalité sociale, et donc que l'on compense ces inégalités sociales pour permettre à ce que chacun puisse développer le plus possible ses aptitudes afin d'être heureux et d'aider les autres à être heureux, on est tout à fait d'accord là-dessus. La question, c'est jusqu'où jusqu'où est-ce que je dois organiser la société en fonction de ces handicaps? Quel coût je suis prêt à mettre pour ces handicaps? Qui porte la responsabilité de ces handicaps? En amont? Est-ce que je pourrais dire que quelqu'un qui a passé 10 ans dans les prisons françaises, l'État a fabriqué un handicapé social durable? Il aurait besoin d'une aide oui, c'est compliqué, hein. Donc pour l'instant, on se rassure en ayant des catégories simples, qui sont identifiables par les médecins, qui vous disent qu'il y a des handicaps organiques, visibles ou invisibles, et puis il y a des handicaps psychiques, visibles ou invisibles. Et puis alors on met des barèmes sur la quantité que ça fait, tout ça, et c'est un peu comme les barèmes de salaire, quoi. Il y a une part d'arbitraire là-dedans. Parce que, est-ce qu'un handicap visible mais peu important, ça vaut plus cher ou moins cher qu'un handicap visible mais très important, invisible mais très important? Est-ce que ça peut exister, un handicap visible mais invisible mais très important? Non, c'est un handicap que l'autre arrive à cacher. Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est ensuite, comment est-ce que j'essaie d'aider? D'abord, quel est le bénéfice pour la société d'intégrer la personne handicapée? Moi, je pense personnellement que c'est une erreur complète de vouloir la rendre normale. Parce que la rendre normale, c'est de lui faire vivre une double peine. C'est que, 1, t'es handicapé, 2, je veux pas le savoir. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution à l'intégration de la personne handicapée uniquement par des mécanismes compensatoires, qui soient techniques, technologiques, médicamenteux ou financiers. Je pense que la vraie manière, c'est que l'accueil d'une personne visiblement handicapée ou décrétée comme étant réellement handicapée, même si je ne le vois pas, soit l'occasion de travailler sur l'handicap de tous les autres. Donc je pense que si ce n'est pas accompagné par une culture de la fragilité comme possibilité de ciment social et de créativité, on est dans une impasse, pour être encore plus clair. Alors ça rejoint un peu ce que vous avez dit concernant l'égalité. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une erreur totale que de vouloir que l'handicapé se sente égaux aux autres. Parce que j'ai mis des dispositifs financiers et techniques pour qu'il puisse faire tout ce que font les autres. Il ne fera jamais tout ce que font les autres parce qu'il ne va pas pouvoir le faire de la même manière. Tu es très heureux de pouvoir monter avec ta chaise roulante au dernier étage de la Tour Eiffel, sauf que tu es quand même dans ta chaise roulante. Tu ne pourras pas danser, voilà. Alors on voudrait que tu puisses aussi danser. C'est très bien. Voilà, et donc je pense qu'il faut quitter l'idée d'une réégalisation. Par contre, il faut entrer dans l'idée d'une solidarité. La solidarité que j'ai à faciliter au besoin par des dispositifs techniques et financiers, mais finalement d'abord par la solidarité sociale. L'humiliation, la dévalorisation qui est liée au handicap doit avoir comme contrepartie le fait que la personne handicapée accepte d'apporter la précarité de sa situation comme un élément social positif. Ça se négocie. Le jour où on fasse ça avec d'ailleurs les ex-prisonniers, ça sera intéressant. Est-ce que je peux proposer à un ex-prisonnier que la situation psychique délabrée dans laquelle il est, l'emprisonnement, l'enfermement dans lequel il a vécu, pourrait se transformer en quelque chose qui favoriserait quelque chose pour l'espace social dans lequel il est accueilli? C'est une vraie question. C'est pour ça qu'il va retourner en prison quand ils y ont passé un certain temps. Parce qu'il vaut mieux être reconnu dans un espace incarcéré que néantisé dans un espace libre. Parce que voilà, on veut pas, ces questions-là, on ne veut pas les aborder. Hein. Donc on va se contenter du handicap pour l'instant. Parce que je suis sérieux, hein, quelqu'un qui a fait 20 ans de tôle, enfin, vous avez plein de gens, ils sont handicapés psychiquement. Hein. La plupart des délinquants durables, chroniques et graves sont des gens qui sont dans une situation de handicap, non? Et donc la reconnaissance du handicap, ou la reconnaissance donc pour moi ça touche une question qui est beaucoup plus large, qu'on ne peut pas du tout aborder que par ces cas particuliers, qui est est-ce que la fragilité est autre chose que la chance de l'homme? Je ne crois pas. Je pense que tout ce qui est construit pour éviter la fragilité est un mensonge et une imposture. C'est 90% de notre culture. Hein. C'est 98% de la vie des hommes depuis qu'ils sont créés. Ça fait beaucoup de bêtises. Voilà, donc je pense que
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le paradigme qui consiste à dire désormais je veux quitter ce narcissisme libéral pour entrer dans une redécouverte de l'humain et des dépendances dans lesquelles nous sommes les uns envers les autres, est beaucoup plus propice à découvrir la fragilité comme la chance de l'homme que toute autre culture. Voilà. Sauf que c'est évidemment, on ne peut pas faire de ça ni une systémique, ni une révolution managériale vendable, ni... voilà. Je vais essayer de me rappeler de ma question maintenant. C'était par rapport à la place de l'entreprise dans cette économie qui est gourmande en ressources en tout genre. Et on a l'impression globalement que la vision qu'on en a dans le futur, elle n'est pas brillante. Donc, est-ce que vous pensez que le sursaut que pourraient avoir les entreprises, d'un point de vue philosophique, ça devrait venir du législateur pour qu'à un moment donné... Alors, je ne crois pas du tout que ça peut venir du législateur. Pour moi, s'il y a un sursaut culturel quelconque, et l'entreprise peut être un lieu favorable à ce sursaut culturel, beaucoup plus facilement que l'espace public médiatique, par exemple. Je pense que c'est un lieu tout à fait propice à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui prennent des risques de manière personnelle. Tant qu'on prend des risques de manière personnelle, ça veut dire qu'on a une capacité de remise en cause de soi qui est plus grande qu'ailleurs. Voilà. Et donc, je pense que... Mais par contre, ça ne se fera pas par le législateur peut le permettre, mais c'est pas lui qui le déclenchera. La seule chose qui le déclenchera, c'est ce qu'on appelle une révolution culturelle. Et elle ne viendra pas des dirigeants d'entreprise, par contre. Elle viendra du citoyen. Elle viendra d'un positionnement comme citoyen, qui est beaucoup plus radical que comme travailleur. Donc elle viendra d'un positionnement par rapport à l'existence. Je ne crois pas non plus trop à un dirigeant qui a une position de ce type-là dans le cadre de l'entreprise, mais qui par ailleurs dans sa vie personnelle a un positionnement diamétralement opposé. Je ne crois pas à ça. Promouvoir la réduction des empreintes carbone dans ta boîte en roulant en 4x4, avec un moteur mal régulé, ça ne va pas le faire. Voilà. Et donc je pense que ça... Par contre, est-ce qu'une révolution culturelle est possible ? Voilà, je pense qu'elle est actuellement, il y en a une à l'œuvre, c'est plutôt une guérilla qu'une révolution d'ailleurs. Est-ce qu'elle est capable d'inverser les choses ? À vue humaine, non. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de renverser les choses qu'il ne faut pas, dans l'espace où on est, essayer de vivre plus humainement. Si les gens s'étaient préoccupés de remplir les barques du Titanic, il y aurait eu 2 fois plus de gens sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de mort, ou que le bateau n'aurait pas coulé. Voilà, donc rêver qu'on va inverser la systémique des lâchetés collectives à l'échelle mondiale, c'est gentil. Rien dans l'expérience ne nous permet de dire des choses pareilles. Donc ça viendra d'un choix, on va dire, plus ou moins individuel, plutôt que d'un choix qui sera imposé. Oui, ça viendra d'une logique de réseau. Les vraies révolutions culturelles se font par réseau. De nouveau, la résistance au sens de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ne venait pas d'en haut, ne venait pas de la législation, elle ne venait pas que de personnes, elle venait de logique de réseau. En sachant que précisément dans les situations de précarité, la solidarité au risque de sa vie était la seule manière de transformer l'horreur en possibilité d'espérance. Mais je pense que nous n'avons pas encore mesuré tout à fait le degré de violence systémique dans laquelle nous sommes entrés. Nous ne mesurons pas tout à fait que les enjeux sont aussi graves. Parce qu'ils n'ont pas la tête de bottes qui font du bruit et qu'on n'a pas des chars et des obus et des avions qui nous bombardent. On a juste des écrans qui nous piratent la tête. À la prochaine fois. C'est en janvier, je crois, non ? Début février ? Début janvier ? D'accord. Oui, tout à fait, début janvier.